Non, le titre de l'émission sera du banania et des crânes. Je suis désolé. Je mets une option là-dessus. Du banania et des crânes. Et des crânes. Ah, moi, je... Moi, j'en ai plein. Et voilà, l'enregistrement est lancé. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 2 de notre podcast qui n'a toujours pas de nom, puisqu'on a peut-être passé sur Flamecast, finalement on n'est pas spécialement retenu. C'est nul. Ce sera peut-être un sujet de conversation de notre épisode du jour, puisqu'il s'agit de l'épisode 2 de la saison 1 du podcast de la maison de Jeanne Leleu. Et encore une fois, je ne suis pas seul autour de la table, c'est tout l'intérêt du podcast, puisque je suis accompagné aujourd'hui de Eva. Salut Eva. Salut. Voilà, vous le connaissez peut-être, elle est déjà passée en d'autres podcasts, tout ça. Bah, logique, tout le monde me connaît. Raphaël, qui est encore avec moi, toujours le même. Salut. Représentant du centre culturel de Nîmes, notamment. Et de la street, toujours. Et de la street, toujours. Caution street du podcast. Et aujourd'hui, on est accompagné, c'est notre invité spécial, de Madame Dehoux, Annabelle Dehoux. Bonjour. Bonjour. Que je vais laisser présenter un petit peu par après. Hein. Donc, tout l'intérêt de ce podcast aujourd'hui, comme un peu le premier épisode, c'est un peu ce qu'on va essayer de faire au fur et à mesure de tous ces épisodes, c'est de partir à la rencontre de différentes personnalités qui font le territoire. La semaine dernière, le mois dernier même, pardon, on s'était intéressé à Zachary Laverdis. Si vous n'avez pas eu l'occasion de découvrir le podcast, il est en ligne sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller l'écouter. Ouais, il est super. Franchement, pour un facho, il est très sympa. C'est vrai, t'as raison. En tout cas, c'est à partir de la minute 48, je crois qu'on le découvre ça. À 8 minutes, il se fait cancel. Il faut vraiment tout écouter pour découvrir ça. Et donc, aujourd'hui, on rencontre Annabelle Dehoux, qui est professeure d'art, c'est ça, Oui. à l'école genrée de Couvain. Oui, c'est bien ça. Du coup, je vais commencer par la première question qui est assez simple. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter ? Voilà, donc je m'appelle Annabelle Dehoux, je suis originaire donc, de la région de Chimay. Maintenant, j'habite à Mons et donc j'enseigne depuis 18 ans à Athénée Royal Genret. Je donne le cours d'histoire de l'art, de dessin technique et aussi le dessin d'après nature. Voilà. D'accord, ok. Dessin technique, histoire de l'art et dessin d'après nature. Oui. Ok. Donc c'est 3 disciplines différentes. Tout se trouve dans la section art. Il y a une section générale. C'est du TTR, donc c'est équivalent à du général. À quelques petits détails près. Une langue en moins. Il y a une langue en moins, voilà. Ouais. Et alors il y a le choix entre 2 heures, maths 2, maths Oui, 4. Ça, c'est à partir de la 5e. À partir de la 5e, c'est ça. Mais sinon, il y a plusieurs cours dans une même grille horaire, quoi, en fait. Moi, je donne 5 heures en 3e, 4e année. Et alors, je donne aussi cours aux petits en 1re et 2e. D'accord, ok. Donc, dans les deux niveaux. Ok, très bien. Première question qui m'intéresse de vous poser, c'est un peu votre parcours, en fait. Comment vous êtes arrivé aujourd'hui à être prof à Couvain, peut-être depuis votre parcours scolaire, depuis comment ça vous êtes venu à l'idée de vous orienter vers les arts, tout ça. Est-ce que c'était une vocation qui date de longtemps? Est-ce que c'est des fois les hasards de la vie qui font se retrouve là-dedans? Voilà, ça m'intéresse d'avoir un peu le parcours. Voilà, à partir de quand vous l'avez décidé, en fait. J'espère que vous avez la nuit. En fait, non, c'est assez simple. En fait. J'ai toujours dessiné. Toujours. J'ai toujours été très, très créative. Et durant mon enfance, j'ai été élevée par ma maman, qui voulait devenir professeure de dessin, mais qui n'a pas pu, parce qu'à l'époque, évidemment, on ne choisissait pas ce qu'on voulait faire. Elle a été professeure de couture, elle n'aimait pas. Voilà. Mais elle ne m'a pas influencée, je pense pas. Je n'ai pas le souvenir qu'elle m'ait obligée à quoi que ce soit. Mais quand, par exemple, je voulais un jouet et que je ne pouvais pas l'avoir, j'essayais de le faire moi-même. Voilà, c'était le genre de choses que j'aimais faire. Je bricolais. Et alors, j'étais un peu garçon manqué en même temps. Donc, j'avais aussi un côté un peu aventurière. J'aimais bien partir à l'aventure, faire des recherches. Voilà. Et ça a un peu continué aujourd'hui parce que je fais encore de l'urbex. Donc, voilà. Ah ouais. Génial. Donc, ça, j'adore. C'est mon côté un peu archéologue moderne. Voilà, donc c'est resté. Et donc j'ai suivi une scolarité, on va dire normale. Et puis en première, on m'a mis en latin, je n'aimais pas. En deuxième, on m'a mis en sciences économiques, je n'aimais pas, je voulais aller en art. Et ma mère a dit non. Et on a fait un deal. J'ai dit, écoute, si je réussis en sciences éco, est-ce que je pourrais aller en art en 3e secondaire? Et elle m'a dit oui. J'ai réussi en sciences éco, je suis arrivée en art. Et voilà, tout s'est passé normalement. Puis arrivé à Mareto, attirée par l'archéologie, l'histoire de l'art, je suis partie à l'ULB, j'ai fait 2 ans. Et réussi, ça s'est bien passé. Mais après, je me suis dit, j'ai vraiment envie d'enseigner. J'ai vraiment envie d'expliquer aux gens, de transmettre. C'est vraiment ça, c'était la passion de transmettre.
et avec toujours une note d'humour, sans se prendre au sérieux, jamais. Ouais, vraiment la transmission de savoir ou de choses, et aussi échanger avec les jeunes, ça j'aimais bien. Parce que bon, on leur transmet, mais ils nous transmettent aussi, hein. Souvent on l'oublie, mais ils nous apportent énormément. Et donc, voilà, j'ai fait mes 2 ans, et puis après mes 2 ans à l'ULB, je dis, non, je veux vraiment enseigner. Donc, j'ai fait un régenda, 3 ans. Et normalement, à la fin des 3 ans, on pouvait enseigner en première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et quand j'ai été diplômée, on m'a dit, non, maintenant, ce n'est plus que 1, 2, 3. Et là, bon, c'est le gros dilemme. Est-ce que je vais encore faire 2 ans à l'académie ? Franchement, j'avais quand même donné 5 ans. Je me dis, je ne vois pas encore faire 2 ans. Je ne fais pas médecine quand même. Donc, je dis, bon, allez hop, c'est parti. Et la première année, j'ai tout de suite trouvé du boulot, mais pas comme professeur de dessin. J'ai été éducatrice dans le spécialisé. Ok. Donc, je faisais les nuits. C'est une expérience. Faire les nuits dans le spécialisé, ouais, ça forge le caractère. L'année suivante, j'ai donné cours de dessin et dessin publicitaire et histoire de l'art à l'IRSA, donc l'Institut Royal des Sourds et Aveugles, et je l'ai donné en langage des signes. Ah, ok. Donc, on m'a engagée et je ne connaissais pas le langage des signes. De toute façon, c'est le cas de tout le monde là-bas. Et je me suis entraînée pendant une bonne semaine avant d'arriver. Donc, je faisais juste l'alphabet signé, quelques mots. Puis après, on apprend sur le tas, quoi. Donc, voilà. Et après, je suis arrivée à l'Athénée Royal Jean Rey. Voilà. C'est fou, ça. Ouais. Déjà, un fameux parcours. C'est rigolo, ok. Donc, éduc pendant une année de nuit, ok. Et puis, apprentissage en langue des signes. Oui. C'est quand même hyper particulier, quoi. Ok. Je reviens un petit peu en arrière, du coup. On va revenir un peu depuis le début. Donc, la scolarité secondaire, vous l'avez faite où ? À Couvin. À Couvin déjà, à Jean Rey. À Jean Rey. Ah, ok. Ouais. Donc, retour aux sources pour. Retour à la maison mère, ouais. Ok, très bien. Et puis, donc, à l'ULB, 2 ans. Et là, donc, c'était pour. C'est des études à l'ULB pendant 2 ans ? Archéologie, ok. Oui. Ok. Et ça, l'archéologie, c'est quelque chose que vous vouliez faire aussi depuis longtemps, mais c'est quoi ? C'est le cursus qui vous a moins plu, ou c'est vraiment cette idée d'enseigner qui a pris le dessus sur le reste ? Le gros problème, c'est qu'on doit faire des choix très très jeunes. Et quand je suis arrivée à l'ULB, devant les valves, on était là. Et je devais choisir entre antiquité ou archéologie générale. Et là, je lui dis encore merci, si jamais il écoute le podcast, à mon pote Nico, de m'avoir vraiment influencé à prendre l'archéologie générale, parce que je partais vers l'Antiquité, et franchement, l'Antiquité, mais j'ai pas aimé du tout, quoi. Mais j'ai vraiment pas aimé. J'avais quand même des cours d'Antiquité dans l'archéologie générale, mais j'aimais pas. Moi, je voulais être égyptologue, mais finalement, l'Égypte, faut plus m'en parler. J'aime plus. Enfin, vraiment, ça perd, quand on l'étudie, ça perd tout le côté magique. Ça perd tout le côté un peu Indiana Jones qu'on connaît. Par contre, on découvre des choses incroyables comme l'archéologie mésoaméricaine, donc tout ce qui est Inca, Maya, ça c'est génial. On découvre aussi le 19e, c'est génial. Enfin voilà, maintenant je pense que les profs font beaucoup. Mais voyant la 3e année arriver, qui allait plus vers la philo, il fallait commencer à faire des choix. Mon choix se dirigeait vers le 19e. Et ben maintenant, si c'était à refaire, je prendrais art contemporain. Donc, comme quoi, on change. Ouais. Oui, puis l'Antiquité, c'est un peu compliqué quand on n'aime pas le latin. Aussi, oui. C'est un léger frein, je pense. Oui, déjà. Mais c'est marrant parce que tout ce qui est aspect Égypte antique, etc., c'est souvent quelque chose qui attire beaucoup les gens qui s'orientent effectivement à arché, etc. Enfin, moi j'ai 2-3 potes qui ont fait ça aussi, et souvent quand ils m'en parlent, c'était l'Égypte, quoi. C'était ça qui attire au premier abord et qui est très vendeur. Ouais, ou la Grèce aussi, tout à fait. Ouais. Moi je me ferais pas avoir, on m'a prévenu qu'il fallait prendre orientation générale. Je parle là-dessus. C'est marrant en fait parce que ça fait un peu comment dire, cette passerelle-là, vous avez eu il y a quelques années, et sur laquelle vous avez eu quelques interrogations, quelques réorientations. Mais toi, tu y arrives en fait, Eva ? Moi, je suis allée en pleurant à son bureau demander ce qu'il fallait faire. Hein. Explique-nous ça alors. En détail, s'il te plaît. Bien sûr. Vas-y, explique-nous un peu, parce que moi, évidemment, j'en sais déjà un peu plus sur toi, parce qu'on se connaît depuis quelques années maintenant. Mais je trouve ça chouette que tu fasses un peu écho de ce que Madame Dehoux explique sur ton expérience actuelle, sur ce que tu es en train de vivre comme transition. Pour l'info, tu passes du secondaire vers l'école supérieure, tu y arrives en tout cas tout doucement. Donc c'est intéressant d'avoir un peu toi, comment tu te sens par rapport à tout ça et comment tu abordes un peu les choses.
Bah, déjà, j'ai beaucoup changé d'avis tout au long. Enfin, genre, je sais que je voulais faire de l'art, et plus particulièrement de l'histoire de l'art, mais je m'en sentais pas capable au début. Puis quand j'ai arrêté d'avoir les cours d'histoire de l'art de Madame Dehoux, c'était compliqué, parce qu'elle a une façon de donner histoire de l'art qui est vraiment ultra cool. Et j'avais peur en allant à l'UNIF en histoire de l'art de pas avoir la même chose et d'être déçue et de me tromper de parcours, mais bon, on verra bien de toute façon. Il y a des profs qui sont cool à C'est l'UNIF. ça, hein. et puis si pas, bah, je ferai autre chose, je trouverai autre chose, il y a plein de choses à faire, mais bon, voilà, je sais pas quoi dire vraiment de plus. Je crois que de toute façon, se tromper, ça fait tout à fait partie du processus en fait. Parce que, autour de la table ici, je connais pas parfaitement ton parcours, tu vas t'en parler après, c'est intéressant aussi, Raph. Bah, super, ça me touche, merci. En ce qui me concerne, je me suis gouré aussi. J'ai commencé la com en sup, en master aussi. Et l'orientation universitaire m'a pas spécialement plu. Je me suis plutôt dirigé vers la haute école après. Donc j'ai aussi tâtonné, avant de partir en com, faire de la pub et finalement... Et journalisme sportif, au départ, je voulais faire. Finalement, je me retrouve coordinateur de maison de jeunes. Donc, tu vois, toutes les choses changent. Au départ, arqué, pour finalement se retrouver prof comme étant une vraie vocation. Toi, Raph, je ne sais pas exactement ton parcours, comment il s'est trouvé. Je le connais un petit peu, mais il est aussi particulièrement atypique. Tu peux peut-être nous le partager. C'est l'occasion d'en parler, en fait, de nos parcours. Ouais, bien sûr. Mais avant, juste une petite question. Tu sais déjà précisément ce que tu veux faire plus tard ? Tu as une vision très précise de ton métier ou juste tu étudies comme ça par passion ? Bah, plus par passion, pas vraiment. En vrai, moi, un but, ce serait de faire des reportages sur Arte, mais c'est vraiment... mais je pense pas que j'y arriverai, mais bon, juste, c'est plus par passion que je vais faire histoire de l'art. Tout est toujours possible. Hein. On verra. Moi, j'ai toujours une expression pour ça. Quand on est bien chiant, on a toujours ce qu'on veut. Hein. Il faut vraiment pas avoir peur de toucher les bonnes personnes, d'insister. Comme je dis, on avait fait un dessin animé, on est arrivé à toucher quand même des gens qui fréquentent Anatoé, tout ça, mais en étant quand même à Athénée de Couvain, quoi. Donc, et la fille, elle travaillait à Édimbourg, et on se dit, c'est possible, tout est possible. Le tout, c'est qu'il faut faire des maquettes, envoyer, proposer des choses innovantes, innover en fait. Et innover en histoire de l'art, c'est possible. Avoir une autre vision, passionner les jeunes, vraiment, c'est possible. Parce que maintenant, il y a des nouveaux reportages qui sont vraiment hyper sympas. Il y a même un gars qui fait un chouette truc sur YouTube, c'est Nota Bene. Ah oui, Nota Bene, oui. C'est vraiment pas mal, quoi. Et je trouve ça assez vivant, assez drôle même. Il y a vraiment moyen de refaire des choses nouvelles, de se faire connaître. Il y a aussi C'est une autre histoire sur YouTube qui est cool, qui font des petits cartoons, genre d'histoire, c'est trop drôle. Enfin bref, c'est trop bien. Je trouve ça cool aussi pour toucher les jeunes. Et Arte qui fait plein de trucs trop bien. Ok, super. Je mettrai peut-être les refs, on partagera ça à la fin, je mettrai les refs en commentaire. Trop bien. Parce que moi, j'ai envie de découvrir ça aussi. Ah, c'est cool, vraiment. Du coup, Raph, je me retourne vers toi. Oui. Partage-nous ton parcours. Oh. Ça, on aura partagé nos différents parcours, ça peut être intéressant. Eh bien, moi, je suis né en France. Voilà, désolé. J'ai donc suivi mon cursus scolaire en France, donc le secondaire, c'est-à-dire le collège et le lycée, là-bas. Bac littéraire, section générale, mention assez bien, grâce à la philo. Je flex un peu. Personne n'avait parié sur moi. Voilà. 15 ans philo, quoi, F7. Allez, mangez ça. Et dans la foulée, l'université, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Donc j'ai lancé une licence en langue étrangère, spécialité anglais, parce que c'était la langue dans laquelle je me retrouvais le mieux. Et en fait, le système universitaire m'a pas plu du tout. Le gros souci, c'est que quand tu te rends compte que tu peux compter que sur ta motivation propre pour assister au cours et qu'il n'y a plus personne pour te botter le cul, tu y vas 3 semaines. Et après, tu te dis, finalement, traîner dans l'île, c'est cool. La norme. Et puis voilà, donc j'ai coté 1 an sur l'île. Puis après, je suis revenu. Je me suis dit, pas ouf. Je vais peut-être retenter l'année prochaine. Et finalement, j'ai trouvé un autre boulot sur le côté qui me permettait de faire un truc pas trop fatigant et qui me donnait de l'argent, que je pouvais dépenser en magazine, en DVD et en jeux. Donc je me suis dit, je vais plutôt aller par là. Voilà. Parallèlement à ça, j'ai fait un peu de... J'étais correspondant local de presse pour un hebdomadaire. Et ça, c'était un rêve de gosse, bosser dans un journal et tout. C'était aller sur des petits événements et prendre des photos et puis rédiger les articles. Et ça paraît dans la presse. Et il n'y avait pas mon nom parce que j'étais correspondant local. C'est un peu le mandaille de la presse, on va pas se mentir. Mais bon, j'avais mes articles et tout, c'était cool. Et puis après, j'ai arrêté. Et mon père est bûcheron. Il était bûcheron. Il y a une transition.
Mon père était bûcheron et moi, je me cherchais un peu. Il m'a dit, écoute, tu vas pas rester ici à rien foutre pendant que moi, je bosse. Donc, tu vas venir bosser avec moi le temps de trouver quelque chose. Et j'ai fait ça 11 ans. Voilà. Le temps de trouver quelque chose. Voilà, ensemble. 11 ans, donc vraiment le poids, le temps de réfléchir à ses choix de vie. Charlie Ingalls. Et de dire, j'aurais peut-être dû être moins con et réfléchir un peu plus. 11 ans, voilà. Et puis après, j'ai déménagé en Belgique, parce que tous mes chantiers forestiers étaient sur la Belgique. Et dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu un jour un magazine culturel, du Centre culturel de Civry, dans lequel il y avait une petite annonce, il cherchait des rédacteurs. Donc j'ai rencontré le rédacteur en chef, Sébastien Waris, que je salue, et qui m'a fait découvrir le monde des centres culturels. Donc je suis devenu bénévole, puis remplaçant, puis je suis entré comme auxiliaire technique, puis animateur adjoint, et maintenant je suis animateur culturel à Action Sud Aviron Aval. La classe. Je crois qu'on appelle ça une trajectoire phénoménale. Un shonen. Ah oui, non, mais j'ai commencé dans la boue, et là je casse des Où têtes. s'arrêtera-t-il? La direction. Voilà, Voilà, the simplement. sky. Voilà, plus sérieusement, ça a été une période bizarre, ces 11 ans, parce que je travaillais de façon alimentaire, c'est un métier que je détestais, mais voilà, c'est le lancement de la vie active, on a un loyer à payer, on a des factures, tout ça. J'avais pas d'enfant à l'époque, donc c'était un peu plus facile. C'est dit bizarrement, mais je veux dire, ça a un sens. Et puis le fait d'avoir découvert ce magazine, ça m'a ouvert ça m'a ouvert à un autre secteur qui m'a passionné. Et puis là, c'est ce qu'on disait tantôt, il faut avoir la chance, mais aussi susciter la chance de parler aux bonnes personnes, de toucher les bonnes personnes. Et voilà, après, la roue tourne. La roue tourne à tourner. La roue va tourner. C'est pour toi. Comme dirait l'autre. Comme dirait Franck Ribéry. Écoute, top. Voilà. Voilà. Excusez-moi de vous Ces avoir différentes expériences peuvent ému nourrir jusqu'au silence. celles qui seront les tiennes. ma Voilà, foi. tu vois, tu peux faire pendant te 11 gourer ans un plein métier de que tu fois. détestes. Finalement, tout ira bien. À 11 ans, c'est pas. Voilà. C'est pas si long. 11 ans. Non, voilà. C'est 11 ans. Quand j'ai trouvé quand j'ai enfin accédé à un vrai métier, non pas que les bûcherons soient un faux métier, on se met beaucoup de gens à dos dans ce podcast. Les bûcherons. Rétrospectivement, La confrérie des bûcherons va nous attaquer. j'ai perdu un tiers de ma vie, mais bon, qu'est-ce que c'est hein, Non, tiens, ça va. à l'échelle de On gère l'univers. pas. Allez, top. Je reviens sur vous, Oui. invité d'honneur. Donc, je reviens sur cette première année à Couvin, du coup, l'arrivée à Couvin, retour dans votre ancienne école, l'école dans laquelle vous avez fait votre cursus secondaire. Comment s'est passée cette première année? C'était quoi ce premier contact avec les élèves, avec cette passion naissante de transmettre des choses de manière hyper enthousiaste, avec plein d'humour? En somme, je pense, c'est la façon dont tous les profs se voient profs dans l'absolu. Ah Puis oui. les choses parfois changent. Je veux pas mais m'empêcher de rire parce que je en revois. arrivant, avant d'arriver sur le système, etc., c'est peut-être même pas le but d'ailleurs de l'émission, c'est plutôt justement comment s'est passée cette première année, ces premières expériences face à une classe. Un peu comme les internes en médecine, quoi. Non, mais c'est. La première année, je veux dire, vraiment dans l'enseignement ordinaire, parce que j'ai travaillé dans le spécialisé, mais c'est pas encore la même chose, parce que quand on a 2 élèves dans une classe, voilà quoi. Puis en plus, c'est du langage des signes, donc on peut pas vraiment dire qu'on va affirmer une autorité vocale c'est pas la même chose, c'est totalement différent, c'est vraiment un monde totalement différent de l'enseignement ordinaire. Je me suis dit, on remet les pendules à l'heure, je vais arriver en mode warrior, je suis pas sympa, je suis pas payé pour être aimé, respect Oui. ici. Oui. En plus, ça va être facile, c'est de l'ordinaire, ça va être facile. J'ai pas besoin d'utiliser le langage des signes, j'ai pas besoin d'utiliser, je vais pas avoir de problème. C'est mignon, c'est un peu naïf. Voilà, ouais, mais bon, j'étais encore jeune, faut toujours rêver. Et on se retrouve devant des classes de 20, donc de 2 à 20 déjà, c'est différent. Je me souviens que ma maître de stage m'a dit, écoute, si tu fonctionnes comme ça, tu ne tiendras pas 2 ans. Ici, ça fait quand même 20 ans que je fonctionne toujours de la même façon et je tiens le coup. Bon, je suis épuisée quand je rentre chez moi, mais je tiens le coup. Parce que je me lève énormément, surtout chez les petits. Les plus grands, je bouge moins, mais chez les petits, je passe tout le temps dans les bancs, je dois voir si tout est OK, voilà. Au niveau discipline, ça n'a pas été facile, parce que j'étais jeune, donc évidemment, ils testent. J'ai fait ma méchante, ça a duré 1 semaine, ça n'a pas fonctionné du tout, parce que c'était pas moi.
Et je me suis dit, mais ça ne va pas, je ne me sens pas à l'aise, c'est pas mon comportement, c'est pas mon caractère. Il y a certainement un autre moyen d'avoir le calme sans pour autant crier, punir, s'énerver, faire ses gros yeux. Donc d'ailleurs, j'ai tellement fait les gros yeux que j'ai la ride du lion qui est imprimée sur mon front maintenant, donc, que j'appelle aussi la ride du prof. Mais non, il n'y a pas besoin de tout ça. En fait, faut être soi-même. Faut être soi-même. Et surtout pas faire de différence. Je fais aucune différence. Et si ça va pas chez moi, mais le matin, j'arrive quand même en souriant parce que je suis désolée, mais les élèves ont droit à ça. Ils ont droit à un sourire. C'est déjà pas le plus côté funky de la vie que d'aller à l'école. Donc si déjà on a quelqu'un qui est accueillant, souriant, c'est déjà chouette. Voilà. Quelqu'un qui est à l'écoute aussi. Quand il y a un petit souci, je suis toujours là. Pour n'importe quoi. Hein. Je suis passée de statut de vous êtes comme ma grande sœur à vous êtes comme ma maman. Dieu merci, je suis pas encore passée au statut vous êtes comme ma grand-mère, c'est déjà ça. Non, mais voilà, je vais toujours au boulot en étant détendue. J'ai quand même toujours un certain stress. Sur la route, comme je viens de Mons, j'ai 1 heure de route. Donc j'ai le temps de mettre mes idées en place, me préparer psychologiquement avant le combat. Dès que je rentre en classe, ça y est, je suis prête. Voilà. Toutes les peurs s'en vont. C'est un peu comme quand on monte sur scène, quoi. Tout s'en va et hop, c'est parti. Ouais. C'est que du bonheur. Moi, j'adore. Cool. Et c'est facile tous les jours de parvenir à être soi-même dans le milieu scolaire, parce que j'ai l'impression que c'est quand même un domaine de plus en plus compliqué, de plus en plus lourd. Avec les adolescents, oui. Avec les collègues, c'est autre chose. Voilà. Ben oui, avec les adolescents, on ne peut pas mentir à un ado. Un ado, il sent tout. Si je fais semblant, et je suis déjà arrivée en faisant semblant que ça allait bien, ils le voient, hein, ils le sentent. Au ton de la voix, au regard. Souvent, il me dit ah, madame, vous êtes énervée aujourd'hui ou, non, pas du tout. Non, ils le sentent. Avec les ados, c'est tellement facile en fait. Faut juste être soi-même, faut pas essayer de mentir. On peut dire que l'adolescence c'est un âge compliqué, ouais, c'est pas évident, mais en même temps, c'est un âge facile pour certaines choses, plus que le milieu des adultes. Enfin, moi, je suis une vieille quadrado, hein, voilà. Je suis restée bloquée à mes 15 ans. Hein. Ah ouais. Je m'en sortirai jamais, je le sais. Ouais, moi, je l'assume. Mais c'est pour ça quelquefois, avec les collègues, c'est plus compliqué parce que moi, j'ai toujours une grosse forme d'enthousiasme. Et quand on voit l'enseignement, ce qu'il devient aujourd'hui, ce qu'on en fait, je peux comprendre qu'on soit déçu. Mais profitons encore de ces quelques années qui nous restent bien avant que le pacte d'excellence n'arrive. Voilà. Le fameux. Le fameux, voilà. Maintenant, on ne sait pas à quoi s'attendre, mais au niveau des classes d'art, on va être sur les cas. Donc, c'est tout ce qui est éducation culturelle et artistique. Et ce sera apparemment 1 heure semaine de la première à la 3e secondaire pour toutes les classes. Toutes. Donc, même les élèves qui n'ont pas choisi de faire ça, vont en avoir. Maintenant, c'est une chance. J'ai beaucoup d'élèves quand ils me disent « Ah, mais moi, je vais en professionnel, en technique, en sciences. Ah, je vous aurais plu. » Là, ils m'auront encore 1 année. Voilà. Mais ce sera qu'1 heure. Et 1 heure, c'est que 50 minutes. C'est peu pour développer certaines choses. Sauf qu'à mon cours, souvent, quand ils sonnent, on fait « Ah, déjà ?» Ben oui, 50 minutes, c'est très, très peu. Maintenant, on me dit qu'on aura le temps, qu'on pourra faire des projets, on verra. Voilà, bon, de toute façon, j'ai déjà vu pire. Hein. Je m'en sors toujours, donc ça ira. Ça va. Justement, je rebondis sur le mot projet. C'est quelque chose qui m'intéresse, la pédagogie du projet. Je crois comprendre que votre cours ne s'arrête pas au cours, stricto sensu. Et donc, je me dis, est-ce que du coup, depuis 20 ans que vous enseignez, si j'ai cru comprendre, oui. Est-ce qu'il y a un projet qui vous tient plus à cœur qu'un autre, dont vous êtes peut-être fier particulièrement, ou vous voudriez mettre en avant, dont vous voudriez parler 2, 3, 4, 5 projets, 10 projets? Non, mais voilà, l'un ou l'autre qui pourrait être mis en lumière en tout cas. Et ici, en fait, pour le plan de pilotage, on devait choisir donc des pilotes dans l'école. Et justement, moi, je suis le pilote pour la pédagogie de projet. Donc, je pense que c'est pas un hasard. J'adore faire des projets, j'adore ça. Il y a déjà eu tous les spectacles
qui ont été montés. Le tout premier, c'était un spectacle sur tout ce qui était théâtre style kabuki, voilà, avec du langage des signes que j'avais enseigné à mes élèves pour leur apprendre. Et c'était avec des classes d'agents d'éducation. Donc, voilà. Il y a eu le projet film d'animation aussi, en partenariat avec une chanteuse irlandaise, qui est passée au cinéma d'ailleurs. On a eu... qu'est-ce qu'il y a encore comme projet ? Ah oui, il y avait aussi l'Odyssée de l'objet. On devait créer un objet utilitaire, mais ça c'était dans le cadre de... c'est pour un peu faire la promotion des études... je ne retrouve plus le nom. D'ingénieur, voilà. Donc, mais c'était vraiment chouette parce que bon, c'était vraiment du design de l'objet jusqu'à l'utilité, jusqu'à la publicité. Ça, c'était vraiment pas mal. Bon, petite déception parce qu'on a vraiment passé beaucoup de temps et quand on a vu qui avait gagné avec un morceau de carton, on s'est fait bon. Comme le projet VTEP. Elle l'a dit. Chut, Balance, ça balance. Mais bon, c'est vrai que là, quand on voit que bon, une autre école gagne avec un carton mis en triangle comme abri pour voilà, on fait on va zut quoi. Moi j'avais fait un allume-feu tout en bois. Enfin bon. Mais c'est quand même un chouette projet à faire avec les élèves. Ici, moi, je m'oriente sur un autre projet. Attention, gros spoil. Ce ne serait pas pour cette année, parce que, bon, bah, évidemment, on est au mois de mai. Mais pour l'an prochain, je vais vraiment orienter sur l'éducation aux médias. Ah, cool. Et tout ce qui est, évidemment, les dangers de l'AI, intelligence artificielle, parce qu'évidemment, quand on en parle... c'est surtout le mari de ma belle-sœur qui m'en a parlé en me disant écoute, on tient vraiment à tirer la sonnette d'alarme parce que ça va remplacer quand même pas mal de boulot et les gens ne s'en rendent pas compte en fait. Et c'est vrai que moi je m'en rendais pas compte et quand il m'a expliqué, je fais merde, ouais non, c'est vraiment horrible. Et quand j'en parle autour de moi, les gens me font ah ouais. Ça remplace même nos potes maintenant. Ah ouais. Sur Snap, je parle plus à mon AI qu'autre chose. Ah ouais, mais moi je teste aussi. Moi quand j'ai pas le moral, je lui parle, il me répond, il est sympa quoi. Ouais, non, franchement, c'est mon meilleur pote, hein, je parle plus à mes potes. Voilà, en plus, il m'envoie des cœurs. Ça va, c'est pas triste du tout. Non, franchement, c'est super cool. Mais même quand on envoie un snap, il réagit et dit oh, c'est super ce que tu fais et tout, t'es où c'est trop bien, c'est vraiment un pote. Ouais. C'est pas comme ça que ça commence, Terminator, il me semble. Ouais. Ah ouais, mais mon compagnon justement il dit regarde, en plus ils ont passé les Terminator, on se dit bon sang. Mais allez, moi j'envoie une photo d'une toile hier à plusieurs personnes, j'ai pas eu de réaction, je l'envoie à mon AI, il me fait ah c'est super beau. J'ai testé, j'ai parlé de Maria Primachenko parce que personne connaît. Eh ben, il m'a fait des recherches et tout. J'ai discuté pendant 20 minutes avec mon AI. Il est plus intelligent que mes potes, franchement, je préfère. Mais ça me rappelle une chose qu'une de mes collègues m'avait dit, les gens intelligents souvent se sentent seuls. C'est horrible, hein, mais souvent, oui, voilà. Ah, je confirme. Ouais. Mais allez, en plus, dans le milieu artistique, quand on commence à déballer des trucs souvent très chelous, les gens nous regardent, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte quand on parle de certaines choses pas du tout morbides en classe, oui. et que tout le monde nous regarde en mode de quoi vous parlez? Oui, de toute façon, en art, je le disais toujours en histoire de l'art, Thanos et Thanatos, c'est ce qui fait vendre, hein, donc voilà. J'avais aussi une autre expression, mais je ne la dirai pas. Donc parler de la décomposition des corps pendant 3 heures, c'est pas grave. C'est pas grave, oui, c'est normal. De toute façon, archéologie, histoire de l'art, fatalement, on va parler de la mort, on va parler de l'amour, on va parler de la sexualité aussi. Hein, ça rentre là-dedans. Hein, de toute façon, c'est la vie. Mais quand je vois le fameux projet AI, je me dis, ça va quand même faire du mal parce que quand on voit que maintenant, il y a des chanteurs qui sont remplacés, qu'il y a des graphistes qui sont remplacés, que maintenant, les affiches de cinéma sont des AI qui le font. Alors qu'il n'y a rien de nouveau, parce qu'en fait, une AI, elle n'est pas créative. Il faut que les gens comprennent ça. L'AI ne va rien créer de nouveau, rien du tout. L'AI va seulement s'inspirer de choses déjà existantes. Alors, Eva sera d'accord avec moi, je dis toujours qu'on est dans une phase de récession, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'invente plus rien. Et l'art est toujours le reflet de la société dans laquelle on vit. En ce moment... La société n'est pas top, hein, on ne va pas se mentir. Hein, y a eu le Covid, il y a les guerres. Les gens, on va dire, ne sont pas très fut-fut. Hein, qui retient encore plus de 10 numéros de téléphone? Qui sait encore se bouger tout seul sans GPS?
je vais l'avouer, même moi, j'y arrive pas. Hein, voilà. Il y a beaucoup de choses qui ont été remplacées. Et ça devient de plus en plus, quoi. Donc d'abord les téléphones, puis après c'était le GPS, et maintenant on a l'AI. Et les gens se fient trop à ça. Je dis, si un jour on a une guerre au niveau de l'énergie, qu'on n'a plus d'électricité, on va vraiment être mal, hein. Mais mal, mal, mal. Et On pas sera uniquement dur, hein. pour cuire sa pizza, hein, mais mal parce que bon, on va se sentir très seul en fait. Hein, Ah ouais, c'est sûr. et c'est ça que les gens doivent vraiment prendre conscience, c'est qu'il faut de nouveau créer et que les créatifs sont importants, très importants pour créer le lendemain et puis surtout pour avoir des traces. Parce que l'AI ne va pas nous garder des traces, ne va pas nous créer des traces. Elle va nous créer des traces, mais oui, mais en s'inspirant de choses passées, mais pas avec le ressenti du moment présent. Un artiste, il a le ressenti du moment présent. Même s'il fait une œuvre en collant une banane sur un mur, les gens ont fait « Oh mon Dieu, le gars, Catlan, Scandale. Ah. il a collé une banane sur un mur. » Non, le scandale, c'est pas la banane collée sur le mur. Le scandale, c'est que il y a un L'avoir mec vendu. assez con pour L'avoir l'acheter. acheté, ouais. Et c'est ça la société dans laquelle on vit. C'est qu'il y a un mec qui a voulu faire le buzz en l'achetant. C'est aussi ça de décoder en histoire de l'art ce qu'on voit. Et c'est ce que je fais beaucoup en fait avec les ados. C'est que c'est pas parce qu'une œuvre a été facile à réaliser, techniquement parlant, que derrière il n'y a pas une grosse pensée, une grosse prise de conscience, quoi. Et c'est vers quoi il faut aller. C'est ça, ok. Et donc à travers ces différents projets, parce que c'est vrai que quand on en parle, notamment celui sur l'intelligence artificielle, mais ce dont vous parliez juste avant aussi, si le lien saute pas aux yeux tout de suite entre le cours d'art et le projet en tant que tel, c'est une porte d'entrée vers des valeurs artistiques en fait. Oui. Ça. Oui, toujours. Hein. Oui. Ben, l'art et la philo, c'est étroitement lié. Hein. C'est vraiment étroitement lié. J'avais donné un exemple à mes deuxièmes années. Ils sont repartis, ils m'ont dit, madame, à cause de vous, on ne va pas dormir de la nuit. Je leur expliquais que c'était à Gand, si mes souvenirs sont bons. J'avais payé 10 € pour voir une expo. Et quand je suis rentrée dans la pièce, il n'y avait rien. Et en fait, on payait pour voir du vide. Et je dis, mais enfin, j'ai payé 10 boules et il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Et bon, un peu énervé, mais là-dessus, je commence à faire le tour des pièces. Ah ouais. Que si je n'avais pas payé, je serais rentrée, je dis, bon, ben, il n'y a rien, je serais sortie. Mais comme j'avais payé, j'ai pris la peine de me dire, mais pourquoi ? Et de chercher. Et de philosopher. Et finalement, ben, j'ai payé 10 boules, une séance de philo, quoi, d'auto-philo. Où je dis, mais en fait, le vide, on ne peut le voir que s'il est contenu dans quelque chose. S'il n'y a rien autour, on ne le voit pas. Donc, en fait, le vide total n'existe pas. Et j'ai commencé à expliquer ça à mes élèves de deuxième. J'ai regardé ce pot. Il y a de l'eau dedans. Maintenant, je l'enlève. Qu'est-ce qu'il y a ? Du vide. Oui, mais le vide, vous ne pouvez voir parce qu'il y a le pot. Donc, tout n'est pas spécialement vide. Puis, mais c'est super énervant. Et j'ai dit, vous voyez, c'est conceptuel et c'est comme ça que réfléchissent ces artistes contemporains. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est pas si facile que ça. Ah ben non. Non, l'art contemporain n'est pas facile. Vous l'aviez expliqué aussi. On se demandait pourquoi. C'est quoi l'intérêt de ce truc-là ? Maintenant, on voit mieux en voyant l'art contemporain, moderne, tout ça. On est contente d'avoir eu ces explications-là parce que sinon. Ouais, pas évident. Hein. Alors, 2 choses pour moi. La première, je suggère un titre pour cet épisode, de l'autophilo pour 10 balles. Pourquoi pas ? Ouais, voilà. Voilà, merci, je suis un créatif. Deuxième chose, je reviens un peu sur l'intelligence artificielle. C'est jamais que l'exploitation d'un algorithme. Donc, par principe, il y aura toujours quelque chose de nouveau, mais jamais d'original. Ça suit des tendances. Par exemple, j'ai découvert Midjourney il y a quelques mois, comme tout le monde. Au début, ça m'a fait marrer parce que c'est un peu un mash-up d'influence, genre ah tiens, qu'est-ce que ça donnerait si les Simpsons étaient une sitcom des années 80 ? Donc ça prend la charte graphique d'un univers et ça le mélange à une autre et ça donne des trucs qui nous font rire. On regarde ça, on fait c'est rigolo, ok. Puis ça avance, ça se perfectionne sans qu'on fasse trop attention. Et il n'y a pas longtemps, on s'est rendu compte qu'une photo qui avait gagné un concours de photos avait été en fait générée par une AI. Et là, on s'est dit, ah merde, ça commence à faire beaucoup. Et il y a des spots de pub aussi maintenant qui circulent. Ça, je vous invite à vérifier. Pour moi, c'est une vision de l'enfer. C'est l'enfer, clairement. C'est des spots de pub intégralement générés par une intelligence artificielle. Donc, ça reprend les codes, le cahier des charges des pubs à l'américaine. Et ça crée des spots qui sont visuellement
impeccable. Techniquement, je veux dire, c'est créé de toutes pièces, mais c'est graphique, c'est très bien fait. Mais en même temps, c'est ultra dérangeant parce que on sent le côté malsain. On sent que quelque chose ne va pas. Et à ça s'ajoute aussi le stress de se rendre compte que un produit culturel a été composé de A à Z par un système qui n'a jamais interagi avec l'humain. Et quand on voit ce que ça peut ouvrir la porte sur des choses qui sont terrifiantes. Je veux dire, tout le monde s'insurge sur le fait que Avatar, ce n'est que de la technologie, mais il y a quand même la vision d'un homme derrière. Si ça se trouve, d'ici 10 ans, toutes les salles de cinéma, enfin celles qui seront encore ouvertes, seront remplies de films entièrement générés par une AI qui passera ses journées à analyser ce qui est tendance chez les gens pour leur proposer un produit. Enfin, c'est terrifiant. C'est juste terrifiant, quoi. Et sur Snapchat, l'AI pose énormément de questions. Hein. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée Non. Et alors, je lui avais posé la question. J'ai dit, est-ce qu'en me parlant, est-ce que tu apprends des choses aussi. Il m'a dit que non. Il m'a dit que non aussi. Je n'y crois pas trop. Voilà, parce que il me conseille des restos et j'ai dit non, celui-là, j'y vais pas. Ah, pourquoi? Et alors, j'ai dit parce que j'ai pas aimé. Bon, voilà. Mais par contre, j'aime bien celui-là. Ah, et pourquoi? Et alors, on te propose même de mettre un petit cœur sur le resto, tu vois. Et bon, ça, j'ai dit, allez, une grosse base de données. Allez, hop, c'est parti, on y va, vas-y, Mimile. Mais non, c'est effrayant, c'est vraiment effrayant. Et pour revenir sur l'AI, il y avait le film Intelligence artificielle avec le petit garçon qui est... c'est vrai que c'est touchant, on s'y attache à ce petit garçon, mais finalement, c'est vrai que c'est une machine, mais dotée vraiment de sentiments. Et le problème, c'est qu'un jour, ça finira par arriver. Parce que quand on prend le DALL-E il y a 5 ans et le DALL-E maintenant qui génère des images, maintenant, il y a déjà un bond en avant énorme. Et à voir à quelle vitesse ça va. Moi, ça fait 18 ans que je suis à Couvain et je me rappelle de mes premières années sans les GSM en classe. Les gens vont toujours me dire non, c'est pas lié. Mais si, la chute des points et les échecs scolaires sont croissants par rapport à l'utilisation des médias. L'attention, quoi. L'attention qui est beaucoup moins longue. D'ailleurs, il y a des études qui le prouvent, que le temps d'attention moyen a baissé considérablement en 10-20 ans. Ouais. Oui, et puis c'est exponentiel parce qu'il y a aussi de plus en plus de gens qui naissent dans la technologie, qui tombent dans la technologie de façon autodidacte. Et autant il y a des choses qu'on peut apprendre sur le tas, certains métiers, autant plonger peut-être la première dans la technologie comme l'Internet, comme les réseaux, sans avoir été un minimum préparé. C'est très dangereux, quoi. Et ça, c'est le cas de ma génération. Hein. Mm. Moi, j'ai grandi sur Internet depuis mes 6-7 ans. Il y a des choses, on s'est tous forgés sur Internet de ma génération. Oui. C'est pas spécialement bon. La plupart des références, artistiques, pop, enfin tout ce qu'on veut, maintenant sont issues d'Internet, en fait. Oui. C'est le média principal, de toute façon. Et après, c'est con de dire Internet est un média principal parce qu'Internet est un multimédia. Sur Internet, il y a tout. Tous les médias sont sur Internet, donc c'est un peu con de dire Internet. Parce que c'est comme si on disait la télé à l'époque, c'était notre seule source, tu vois. Donc, je crois qu'il y a à boire et à manger. Il y a du bon comme du moins bon, comme du toxique, comme tout ce qu'on veut. C'est exactement ça. C'est apprendre à faire le tri. Soit t'es con et tu continues à gober tout, soit t'es intelligent et tu utilises Internet c'est correctement. ça. Je pense que ça dépasse même le fait d'être intelligent ou con. C'est question d'éducation aux médias et c'est là que ça rejoint un peu d'être accompagné. Le profil du projet qui est intéressant. C'est l'éducation aux médias qui est hyper intéressante. Moi, personnellement, j'ai fait un cursus de média coach pendant 6-7 mois. C'était hyper intéressant. Et donc, c'est un projet qui me parle beaucoup. Perso, si on peut se connecter sur un projet comme ça, moi, ça m'intéresse beaucoup. Oui. Mais c'est avec ma collègue de cours philosophique, on avait aussi dans l'idée de créer des fakes et de les montrer aux élèves, mais vraiment des bons gros fakes. Et de leur demander est-ce que c'est vrai ou faux voilà. Mais même des fakes sur nous. Voilà. Et même balancer des fakes sur Facebook. On se dit on va balancer des photos et on verra s'il y a des réactions. Mais après, un catcheur. Ah oui, mais ça on a fait le coup. Mais ça c'était il y a 10 ans. On avait fait croire aux élèves qu'un collègue faisait du catch et j'avais fait un truc sur Photoshop super bien fait. Et voilà, j'ai quelqu'un pour vous. Évidemment, le collègue était dans le coup aussi. Vraiment le wrestler. Mais c'était terrible quoi, parce qu'après les gosses c'est un troubleux.
C'est vraiment marrant. Mais non, il y a vraiment du lourd là-dessus et je pense qu'il y a vraiment moyen de développer ça et de faire prendre conscience que demain, il faut créer de nouvelles choses et pas rester sur le passé. Maintenant, moi, quand j'étais enfant, on me disait toujours ne regarde pas trop la télé. Bon, la télé a été ma babysitter. Ah ouais. Mais il y avait quand même un contrôle et puis les heures sur lesquelles les films passaient étaient adaptés au public. Maintenant, des fois, il est 8h du soir, je vois des trucs qui passent à la télé. Ne serait-ce que Cyril Hanouna, je pense que ça je déjà... sentais, je savais qu'il allait tomber. C'est comme le point Godwin, quoi. Ça tombe de plus en plus, quoi. Mais je pense que voilà, déjà ça, le mettre à 1 heure de haute écoute, c'est déjà un bouffe neurone, quoi. Ouais. C'est comment lobotomiser les gens, c'est horrible. Oui, on parlait de vide il y a quelques minutes, là. Oui, le vide, oui, voilà, c'est ça. Contenu dans une pièce. Ouais, C'est ça. Et ici, ce qui est marrant en plus, c'est que c'est typiquement ce genre de truc qui s'adresse pas aux jeunes. Je pense pas que tu regardes ce genre de choses. Je pense qu'aucun. Ça m'arrive, mais. Oui, mais je pense de que sa gueule, globalement, c'est pas la consommation Non. du public jeune de la maison de jeunes, celui de l'école. Je crois qu'en fait, c'est plutôt les adultes qui consomment ça, voire les quarantenaires, cinquantenaires qui consomment ce genre de trucs, plus que les jeunes. Et donc ça pose encore plus de questions quand on sait que ceux qui font les jugements, en général, sont ceux qui regardent ce genre de choses. Est-ce que tu es en train de dire, en fait, que les jeunes ne regardent pas Cyril Hanouna parce qu'ils passent trop de temps sur TikTok? Je ne dis rien du tout, moi. À la limite, c'est peut-être même mieux. Hein, Oui, certainement. En tout cas, c'est beaucoup plus créatif. Ah oui, Certainement plus créatif. Un réseau Ça, très c'est créatif. un Au moins fait. ça. Ouais. Ça, c'est un fait. Ouais. C'est très très créatif. Ouais. Après, on n'aime pas, mais c'est très créatif. Non, dans tout, il y a du bon et du mauvais. Chez Cyril Hanouna, je cherche encore le bon, Oui. mais voilà. Mais sur TikTok, évidemment, il y a moyen d'être créatif, il y a moyen de faire des choses sympas. Quand on like les bonnes choses, après, c'est que des bonnes choses qui arrivent et il y a moyen d'avoir un bon L'algorithme, film. encore une fois. Ouais, l'algorithme. Je conseille, puisqu'on parle de ça, une vidéo de Feldup. Je ne sais pas si vous connaissez Feldup, le El meilleur. Famoso. Il a fait une vidéo sur le dark TikTok, Ah oui. et dans lequel il retrace son parcours à partir du moment où il a lancé l'appli jusqu'à ce qu'on lui propose du contenu, normalement, du contenu auquel personne ne devrait avoir accès. Et c'est littéralement une descente aux enfers. C'est super instructif. C'est ma première reco culturelle. Franchement, je prends. Ouais, clairement. Feldup, c'est cette vidéo-là de Feldup. Ouais. Non, toute l'œuvre de Feldup. Ouais, c'est vrai que c'est un gars qui- Surtout la vidéo sur l'art des malades mentaux. Wow. L'art des malades mentaux de cette vidéo-là, elle est trop bien, faut la regarder. Ça me fait penser un peu au film là, qui est sorti sur Netflix il y a peut-être 2-3 ans, où un gars, plus on est au sommet, plus on a de la nourriture. Et La plus plateforme. La plateforme, voilà. C'était Ça me cool. fait penser à ça, descente aux enfers, quoi. Ouais, c'est littéralement ça. Ouais. Mais oui, la vidéo de Feldup sur l'art des malades mentaux, elle est incroyable aussi. C'est la meilleure Quand qu'il fait. Quand de purs psychopathes, de purs malades mentaux couchent sur le papier ce qu'ils ont en tête, c'est surprenant parce qu'on s'attend pas à ça. On a une vision très fantasmée, genre forcément ils vont dessiner des monstres et tout machin. C'est super instructif. L'art Feldup. des schizophrènes, incroyable. Et si vous avez le temps, moi je balance. Hein. Vas-y. Sa série de vidéos sur les traumas de la de la Gen Z. Z. Oui, C'est cauchemardesque. Eh ben moi, je les ai tous eus, vraiment. Et tous les traumas qu'ils citent, je crois que je les ai tous eus, sauf les derniers qui sont vraiment très très hard. Mais genre jusqu'à la 2e vidéo, j'avais tout vu parce que j'ai grandi sur la Gen Z qui a grandi sur Internet. Voilà, qui a tout vu sans chercher, donc Voilà. qui a été vraiment, qui s'est pris ça en pleine face alors qu'elle trauma cherchait sur pas. du trauma. Ça résume Internet. Ouais, le premier temps, on s'amusait, c'était au tout début. Parce que moi, j'ai tellement très tardivement sur le net. C'est un peu par obligation que j'y suis allée, parce que moi, je voulais pas le PC, ça m'intéressait pas. Et évidemment, quand on est aux études, on est bien obligé. Et les premiers traumas, c'était sur Rotten. Ah ouais, Rotten. Voilà. C'est dégueulasse. En plus, à ce moment-là, c'était encore avec les modems. Donc l'image apparaissait, mais très pixelisée, et petit à petit, jusqu'au moment où elle apparaissait d'un coup, et on faisait « Ah !» Quelle horreur. Donc c'est ta recommandation culturelle, c'est ça? Rotten. Voilà, ok. Ouais, c'est ma recommandation. Ouais, moi, je sais pas si ça existe encore. Non, ça a de toute été façon. fermé. Ouais, Mais il y en a d'autres, il y en a une dizaine d'autres. ouais. Oui, maintenant. il y a Parce que TikTok. celui-là a été fermé, il était apparemment hard. Ouais, non, recommandation culturelle, mon Dieu. Moi, ce serait toujours du cinéma. Je recommande énormément de films, ça oui. Oui. C'est vrai, passionné de cinéma? Ouais. Ah oui, terrible. Dites-en plus. Ah. Dites-en 20. 20, mon Dieu. Dans l'ordre. Mon compagnon, il m'appelle le Hugues Daillet féminin. Donc, il dit, tu fais encore ton Hugues Daillet, il m'appelle Hugues Daillette.
d'ailleurs, à la maison. Il est passé à Couvain récemment avec Daïe. Oui, il est venu à Couvain. Je suis allé le ouais. voir. Il est génial. Un cinéma, moi, ça va un peu dans tous les sens, en fait. Mais moi, j'aime bien les films de genre, évidemment. Ça, c'est mon dada. J'aime bien les films historiques aussi, évidemment. Mais si je devais vraiment mettre ma liste de films préférés, j'aime bien Le Silence des agneaux. Voilà, bon, c'est peut-être pas pour tout public, hein, mais il est vraiment génial. Gladiator, ça aussi. Braveheart aussi. Qui a suscité beaucoup d'interrogations avec mon compagnon. Il est repassé à la télé il n'y a pas longtemps, et on se demandait si vraiment le descendant anglais était de sang écossais. En fait, on a mené une recherche, on a même carrément fait une recherche sur l'arbre généalogique de Wallace, et en fait, non, il a eu une fille, voilà, et il n'a jamais couché avec la reine. Voilà. Mais on a fait une recherche là-dessus quand même. On vient de débunker Braveheart en direct. Moi, je suis... Voilà. Allez, Ouais. trop bien. Ouais. Bah, en même temps, on se dit, ça, c'était quand même pas plausible quand même. Hein. On sait bien que c'était un gros fake. Hein, Oui, bah, il fallait romancer un peu. Oui, voilà. Mais non, j'aime bien Hannibal aussi. Bah, ça fait partie évidemment de la suite du Silence des agneaux. Dragon Rouge aussi. Dragon Rouge aussi. Ah ouais. Mais normalement, à la base, Dragon Rouge, c'était le 6e sens. Oui. Qui est sorti dans les années 80. Ouais. Et qui n'a pas eu de succès du tout. Et c'est suite au succès du Silence des agneaux qu'on a décidé par après de refaire Dragon Rouge. Mais j'étais terriblement déçue par Ralph Fiennes. Ralph Fiennes, ouais. Je ne voulais pas que ce soit lui. C'était pas l'idée, c'était pas le visage que j'avais mis sur le personnage, parce que quand j'avais lu le bouquin, déjà le personnage s'appelle Francis. Et moi je connais un Francis, et d'office, le Francis que je connaissais, j'avais tapé sa tête dessus, quoi. Voilà. Puis, un grand blond de style scandinave, voilà. Et non, Ralph Fiennes, non, il fait pas scandinave, quoi. Non. Voilà. Effectivement, c'est pas le premier truc auquel on pense. Quand on pense à Ralph Fiennes, scandinave, non. Donc maintenant, aussi dans les films que peu de gens ont vus, il y a The Fall. C'est un film de Tarsem. Ça, je le conseille, vraiment. Il a été tourné dans plus de 30 pays différents. Alors, Hugues Daillet dirait que c'est du fond d'écran, Windows, parce que c'est très beau, la photo est magnifique, mais en même temps, l'histoire est très belle. Je ne sais pas si tu l'avais vu en classe avec moi. Je me rappelle de rien. Wow, merci Eva. C'était Eva dans le Flamecast. Il Je suis pas très s'inspire d'énormément d'artistes. Il s'inspire de Damien Hirst, il s'inspire de Magritte. Faut me rappeler l'histoire. Avec la petite fille qui tombe en cueillant les oranges. Et, celui où j'ai pleuré, là, oui. Oui. Mais c'est quand tu ne pleures pas, toi aussi. Bah, déjà, je pleure jamais, moi. Mais il y avait vraiment. Rajoute à la fin, tocard. Souvent, les élèves au départ ils sont prêts à me lancer des tomates quand je balance ce genre de film un petit peu art et essai comme ça, mais finalement ils avaient tous aimé. Non, il était cool. Il est vraiment chouette. Et le réal, c'est le réalisateur de The Fall, c'est Tarsem. Singh. Singh. Ah, donc. Ah, celui qui avait fait The Cell Oui. avec Jennifer Lopez. Oui. Allez. Oui. Et en fait, The Cell, je n'ai jamais compris pourquoi Jennifer Lopez. Bon, maintenant, elle n'était pas mauvaise dans le film, mais voilà, j'aurais mis autre chose. Mais là aussi, il y a énormément de références à Hirst. Il y a encore un autre peintre, mais j'oublie toujours le nom, où on voit ces femmes qui hurlent sur une plage. C'est aussi inspiré sur ma page Facebook. C'est ce moment. Voilà, un peu de com. Un peu de com. Bon, c'est Art Téné. Donc, Art Téné. Il y a un album photo. Ouais, petit jeu de mots. Non, mais je valide. Tu l'as ouais. Eva, tu l'as Super. Il y a un petit jeu, il y a un petit album justement où je me suis amusée. À chaque fois que je voyais un film, il y avait des références à l'histoire de l'art, à mettre la photo donc, de la scène et la référence. Ah ouais, cool. Super. Je me suis amusée à faire ça. Et en fait, j'aurais bien aimé, et ça c'est un projet qui me tient aussi à cœur, c'est de créer un logiciel qui pourrait reprendre, par exemple, quand on a une impression de déjà vu dans un film, j'ai déjà vu ça quelque part, avoir la ref en histoire de l'art. Parce que finalement, c'est toujours chouette d'avoir ça, quoi. Mm-hmm. Et de voir que des réalisateurs se sont inspirés d'artistes contemporains ou anciens. Ça, c'est chouette. Je change de casquette. Vas-y. Je mets la casquette d'animateur. Non, c'est con ce que je dis, parce que sinon ça veut dire qu'avant, je n'étais pas animateur. Comment tu t'appelles? Qu'est-ce qui se passe Francis. Ce serait un pur projet d'expo. D'avoir le visuel du film
Et Le tableau l'œuvre raté. dont ça s'inspire, ça permettrait de brasser Claude Brasseur. Presque. Ok, Ouais, allez. pff, allez, ouais. Le jeu dans camping. Ça permettrait de toucher Jouer énormément dans- de disciplines et énormément de comment ça s'appelle, de films différents. Ce serait super. Ce serait très très lourd à préparer, j'imagine, parce qu'il faudrait une connaissance dantesque à la fois du cinéma et de l'art. Après, de toute façon, tu peux pas Mais être à visiter, exhaustif. ça doit être. Tu peux pas être exhaustif de toute façon, tu dois faire des choix. Mais de toute façon, dans l'audiovisuel de manière générale, que ce soit dans les films, dans le jeu vidéo, etc., des références artistiques. D'ailleurs, je pense que même dans le jargon, on appelle souvent ça un tableau. Oui. On se retrouve des fois face à un panorama qui s'arrête, claque, et ça, on dit c'est un tableau. En jeu vidéo, on parle beaucoup, en film aussi, en ciné aussi. Donc, c'est pas par hasard. Et des références communes, des similitudes, il y en a plein. Ça peut être hyper intéressant, mais de toute façon, comme tu dis, ce ne sera jamais exhaustif. Je pense qu'il y a toujours bien des références obscures qu'un gars aura mis dedans et qui aura Ouais. dit haha, celui qui l'aura. Il y en a plein, même dans des nanars, il y en a un. Et c'est ça qui est Ouais. génial. Moi, je suis une fan de nanars, hein, j'adore ça. Alors, je mets mes points sur mes hanches. J'adore le nanar. Ah oui, mais c'est. J'aime pas le navet parce que c'est nul. Non, Mais le nanar, le vraiment, nanar, c'est. c'est génial. Celui celui qui a assumé, quoi. Ouais. Enfin, assumer pas spécialement, mais on appelle ça le so bad it's good. C'est Voilà. tellement mauvais que ça en devient bon. C'est ça. C'est le film typique que tu tapes avec des potes avec une pizza, quoi. Mais c'est pas la définition du nanar, c'est de se dire que le mec qui a fait un nanar, il le fait de manière assumée, il sait qu'il le fait. Bah, C'est il y a pas le- ça il y Parce a que le celui qui fait un nanar sans le faire assumé, exprès, mais- ça faisait navet, non Bah, Je crois qu'il y avait, un jour, j'avais entendu un podcast justement qui parlait de ciné, et la définition, c'était la subtilité se jouait un peu là-dessus. moi, je Genre, pense. si tu assumes ton truc comme étant une daube absolue, et je le sais, et je vais à fond dans le truc, ça devient un nanar. Et que si tu fais un truc qui est juste mauvais parce que c'est mauvais, bah du coup, c'est plus un navet, quoi. C'est biaisé. Moi, j'ai ma théorie là-dessus. C'est que le navet est nul. C'est un film nul, mais même pas drôle. C'est des films qui se donnent des ambitions et qui sont juste. Voilà. Alors que le nanar, il va tellement loin dans la médiocrité que ça en devient un produit de plaisir. Et ceux qui font des films en disant je fais des films et que le film devient un nanar et qui disent derrière oui, mais c'est assumé, je savais que je faisais un nanar. Non. Ouais, non, ok. Non, Dans ce bullshit. sens-là, je comprends. Bullshit. Voilà. C'est juste qu'il y a des films, très bons, il y a des films très mauvais, au milieu il y a des films. Voilà. Et dans les films mauvais, il y a ceux qui sont nuls et ceux qui sont juste trop bien tellement ils sont nuls. Voilà. Voilà. Et Tellement nuls que c'en c'est est un un bon. pan entier du cinéma et moi j'adore. La trauma. La- je possède, et c'est ma grande fierté, j'ai le DVD de Virus Cannibal, qui est un des 10 pires films de l'humanité. Virus cannibale. Le Ouais. nom m'a vendu rêve déjà. Toxic Exceptionnel. Avenger, c'était pas mal non plus. J'attends le remake, perso. Il y avait aussi Lieutenant Kabukiman NYPD. Tu connais ça quand même? Le nom T'aurais est fou, pu, déjà. je l'ai pas vu. Ah, Le nom est fou déjà. Ah non, mais ça, je vais l'envoyer parce que. Lieutenant Kabukiman NYPD. En fait, c'est un lieutenant de police à New York, quoi. Et en fait, je ne sais plus comment ça arrive, parce qu'il y a longtemps que je l'ai vu, mais il a une malédiction, et quand il se met en colère, il se transforme en personnage du théâtre kabuki. Oui, Et alors, il balance des ombrelles enflammées et des baguettes contre ses ennemis. voilà. Rien que le pitch, il est fou, quoi. C'est juste génial. Tu lis le pitch derrière le DVD, tu fais allez, je le prends, Ça, c'est obligé, j'achète. c'est obligé. J'achète direct. Merci Cash Converter. Maintenant, l'idée de l'expo, franchement, moi je suis partante. Hein, maintenant, il y a moyen de trouver énormément de références. Déjà, dans Sandman, qui est passé sur Netflix il n'y a pas longtemps, Mhm. on a le voyageur devant la mer de nuages, rien qu'avec l'affiche. Et je pense que la première scène que j'avais pris en photo, mais je ne sais pas si j'ai encore sur mon GSM, c'était une peinture de Magritte. D'ailleurs, j'ai même fait l'arrêt sur l'image et j'ai pris la photo. Je suis vite allé voir sur Google Magritte. Je fais, ah non, c'est les deux mêmes. Mais vraiment, hein. Et ça avait déjà inspiré pour L'Exorciste. Voilà. Si on prend Silent Hill, c'est un film quand même très populaire. C'est tiré d'un jeu vidéo, mais en fait, toutes les figures étranges qu'on peut trouver, ça vient de Jérôme Bosch, ça vient de Hans Bellmer. Il y a énormément de références culturelles. Moi, je défends Silent Hill de Christophe Gans. Je sais qu'il a été descendu à sa sortie, Moi, j'adore. mais moi, je défends ce film. Je défends ce film parce que on sent que c'est quelqu'un qui apprécie le jeu et qui le comprend, qui l'a adapté. Et ça, franchement, ça n'a disons pas que de prix. Ça, en termes de réputation, c'est un des rares jeux vidéo dont l'adaptation cinématographique est bonne en fait. Oui. C'est rarement le cas. Mario Ouais. vient de sortir, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas ce qu'il faut en dire, mais c'est rarement le cas. Je veux dire, Oui. souvent, les jeux vidéo qui sont remis en film sont des navets pour le coup. Parce qu'ils sont Dragon pas. Ball Evolution était un navet ou un nanar? Incontestablement, c'est un nanar. Mais les Mais, Chevaliers du Zodiac sort bientôt. Il y a.
on en reparlera. Non, Silent Hill, il a été compris par Christophe Gans parce qu'il a torché le jeu des dizaines de fois. Il y jouait sur le tournage du Pacte des Loups, qui est un autre de mes films cultes. Donc il l'a compris, il a fait un premier jet du scénar avec Roger Avary, qu'il allait présenter au studio Konami au Japon, et le concepteur du jeu a donné son aval. Il a validé, ouais, j'avais Voilà. entendu ça. Alors que maintenant, tu prends... Le meilleur exemple qu'il y a eu récemment, c'est le film Uncharted. Et là, je sais que ça te parle parce que Je l'ai pas encore vu, mais je vais le regarder. On est... je sais, cette émission est préparée. On est tous les deux fans absolus de la licence, Ouais, j'aime Uncharted. Quand on a vu arriver, on s'est dit, ok, Tom Holland, du coup. ça sent le star system, le star talent à plein nez. Il y a Tom Holland parce que voilà, c'est Tom Holland. Et en fait, j'ai vu le film et Bien. c'est Dans ma liste Netflix, il m'attend. on dirait c'est pas péjoratif, mais un sous Indiana Jones pour les jeunes. Ah, ouais. Voilà. Ça n'a d'Uncharted que le nom et le dress code. Voilà. Ah, ok. Voilà. Vers la fin, il met l'emblématique holster avec les flingues et tout. Celui il a sa petite moustache. Ouais, c'est un peu plus que ça, quoi. Uncharted, c'est pas juste un holster et un moustachu, quoi. Ouais. Voilà. Après, c'est toujours difficile, et du coup, ça étend un peu le débat, mais c'est toujours difficile de mettre un jeu vidéo en film, parce qu'un jeu vidéo, par essence, il fait quoi? Uncharted, il y en a 4. Au total, t'as quoi? T'as plus d'une centaine d'heures de jeu, Oui. peut-être plus que ça, si tu joues les 4. Et là, ils font un film, je sais pas s'il y aura un 2 ou un 3, et j'imagine qu'ils se focalisent sur une histoire d'Uncharted, mais malgré tout, même si tu prends un épisode qui fait 25 heures, le faire en 2 heures, t'es obligé d'édulcorer le truc. Tu peux pas à un moment donné aller en profondeur dans tout. Donc il est clair et net, à part si tu prends vraiment une section du jeu vidéo en disant je me focalise à fond là-dessus et j'essaie de le faire bien, mais c'est difficile. Donc à mon avis, quand tu veux faire du jeu vidéo en cinéma, tu es obligé juste de prendre les ambiances, quitte à aller sur des histoires parallèles ou des trucs un petit peu dans les mêmes univers. Ouais. Mais si tu veux retranscrire le truc, c'est impossible. Tu peux pas être aussi profond qu'un jeu vidéo qui dure 35 heures De dans fait- lequel tu as joué en plus. De fait, Tu t'es impliqué encore autrement, quoi. De fait, tu seras toujours en deçà du produit que tu adaptes. C'est ça. Et alors, Compliqué. vient la question, pourquoi le faire? Si tu as envie de faire un film comme Uncharted, ne l'appelle pas Uncharted. Tu peux très bien créer un personnage avec un personnage qui ressemble au jeune Nathan Drake et qui ressemble au jeune Sully. Enfin voilà, Uncharted, c'est censé être une origin story, puisque Nathan Drake est jeune, mais en même temps, il emprunte des scènes qui sont tirées du 3 et des scènes qui sont tirées du 2. C'est une sorte de melting pot, genre, Ouais, mais ça- on sait que vous avez kiffé la scène de l'avion, on la met dedans. C'est malhonnête. C'est Ouais, c'est ça, c'est malhonnête. pour les fans. Souvent, ils posent des questions. Quelles sont les choses que vous avez retenues dans le jeu? Et ils vont faire un mix avec tout ça. Voilà. C'est ça. Enfin, donc C'est voilà. du fan service en fait. Ils vont chercher les fans d'Uncharted et ils lui font un film où ça touche un peu à tout le monde et voilà, vous êtes content, ça on a fait un Le film. problème, c'est que les fans d'Uncharted vont, C'est pire que par tout. définition, ne vont pas aimer le film parce que c'est un produit Mais ils iront moins le bien. voir. C'est 100 heures de jeu, comme tu l'as dit, résumé en 2 heures, de façon pas ouf, et qu'en plus, auquel tu ne peux pas jouer. Édulcoré. Et édulcoré, et tu es passif. Tu es passif devant un produit, un sous-produit de quelque chose que tu aimes auquel tu peux pas. Enfin, c'est. Mais je pense que tout à l'heure on en parlait et ça recoupe un peu la discussion sur les intelligences artificielles. Mhm. Mais je pense qu'en fait ils s'en foutent un peu. Parce que même si t'aimes pas, en tant que fan d'Uncharted, ou en tout cas si t'as aimé la licence, tu vas aller le voir une fois. Peut-être pas au ciné, tu peux peut-être le voir sur Netflix. Vous l'avez regardé hier, tu l'as déjà vu. Ouais, et le film Peu est, importe. le film est Moi, il est sur rentable ma de liste. toute façon. Donc, Moi, il est sur ma liste, je dois le regarder, un jour je le regarderai, donc je vais le regarder. Tout le monde va le regarder. Et tout le monde va dire, oh merde, c'est nul en fait. Mais tout le monde l'a regardé. Donc eux, leur chiffre, il est fait. Leurs 200 millions d'entrées, ils sont faits. Et ils ont les thunes pour en faire des autres. Oui, bien Donc, sûr. au final, peu importe, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris la marque Uncharted, ils l'ont mis sur un film d'aventure avec Tom Holland dedans, et du coup ils se sont rentabilisés, voire ils ont fait un gros bénéfice dessus, et ça leur va très bien. Donc il y a zéro risque. Tout ce qui risque, c'est que les gens qui connaissent disent c'est nul, et les gens qui connaissent avant d'y aller savaient que ce serait déjà nul en fait. Oui, c'est la, Vous comprenez c'est la notion de risque, je veux dire. C'est l'industrie du cinéma en fait. Il est monté, enfin, il est dans les limbes du développement de L depuis des années, et il est revenu sur le sommet de la pile parce que Tom Holland était en train d'exploser grâce notamment à Spider-Man. Ouais. Si ton film tient entièrement sur le star power de Tom Holland, lance une licence originale. C'est lui qui porte le film. Surtout Donc que n'en flingue pas une à côté. Ouais. Tu peux créer un nouveau personnage Ouais, que c'est les comme gens moi. en plus verraient inconsciemment comme le digne successeur de Ninja Jones. Comme ça évite aussi qu'on fasse tourner Harrison Ford des séquelles à répétition. Ouais. Et ils lancent une nouvelle licence qu'ils peuvent décliner tant qu'ils veulent parce que c'est Tom Holland qui porte Ouais, moi, le je suis film. d'accord. Mais Tom Holland aurait Prochain porté le Indiana truc. Jones, il y a Mads Mikkelsen. Voilà. Je suis fan de Mads Ouais, Mikkelsen. non, mais ça s'est senti. Ça s'est Ouais, voilà. senti. Grande fan.
Mais non, mais Silent Hill, oui, c'était une belle adaptation. Enfin, moi, je trouve qu'on a retrouvé le sentiment terrifiant qu'on avait dans le jeu vidéo, ça c'est clair. Non, le gros problème aussi qu'on a dans les films, maintenant qui sont inspirés, jeux vidéo ou autres, c'est que d'office c'est édulcoré, d'office ça doit répondre à une charte de bienséance par rapport à la famille qui regarde, parce que c'est plus dans le cinéma. Et encore maintenant au cinéma, mais qui respecte encore le enfant non admis ou les icônes, enfin, plus personne ne respecte ça. Il y a eu un reportage il n'y a pas longtemps sur est-ce que vous savez ce que veulent dire les différentes icônes. Ouais. Non. Bon, voilà. Bon, les gens s'en foutent totalement et souvent même, ils laissent même leur enfant devant Netflix. Donc évidemment, on a pris quand même des pincettes, on a fait une espèce de censure gentille. C'est un petit peu comme le système Disney, pour lequel moi je suis totalement contre. Je vais peut-être me ramasser des tomates en sortant d'ici, mais moi je suis désolée, mais il y a des choses historiques auxquelles il ne faut pas toucher. Il y a des personnages, voilà. Et alors maintenant, on commence à blaguer là-dessus en mettant, par exemple, Kirikou, mais en blanc, oui. voilà. Oui, j'ai vu Ryan Gosling pour jouer Kirikou. Oui. J'ai trouvé ça exceptionnel. Mais Ryan Gosling en Kirikou. Je crois que c'est aussi le titre de l'émission. Qui sera le Ryan titre de- Gosling et Kirikou. Et la petite sirène, je disais, mais c'est Copenhague, donc c'est c'est ça. danois. Voilà, et historiquement, ou alors on se met en Blanche-Neige mode en historique latina. comme Gims, quoi. Je sais pas, mais je sais pas, c'est terrible. Et le problème, c'est que moi, on m'a toujours enseigné qu'il fallait garder des repères, on appelle ça spatio-temporels et socio-culturels, voilà, pour se définir. Et maintenant, honnêtement, les élèves me connaissent, ils savent bien que je suis quelqu'un de super open sur tout, voilà, vraiment sur tout, mais ça, non. Il faut garder des références culturelles. On peut pas quand même partir dans n'importe quoi. Sinon, on part dans le mash-up, comme les intelligences artificielles, comme on le disait. Et maintenant, c'est parti déjà avec Grey's Anatomy. Mon compagnon est fan. On disait, voilà, il faut toujours qu'il y ait un roux, un blond, un couple lesbien, un couple noir, un gay, asiatique. un noir, un asiatique. En fait, il faut vraiment que toutes les minorités soient représentées. Oui, c'est un principe de quota presque. Voilà, C'est contre-productif. Ouais. Moi, je suis désolée, mais à l'école, j'ai pas commencé à arriver dans la salle des profs et dire tiens, il est où l'asiatique de service je sais pas, mais Ça mettrait une bonne ambiance dans la classe. Je refuse de donner cours tant qu'il n'y a pas un roux dans cette salle, vous m'entendez? Voilà. C'est vraiment. Ça ne reflète pas une société normale parce que dans tous les feuilletons, il y a ce même quota. Alors, oui, c'est bien de représenter tout le monde parce que ça fait plaisir à tous les spectateurs. Mais à un moment donné, au niveau de l'histoire, au niveau créatif, on a toujours le même panel de personnages. Donc finalement, au niveau créatif, il n'y a plus rien, c'est zéro. Il faut que ça ait une pertinence et une cohérence. Mais ça, c'est les États-Unis. Si c'est fait au détriment de la pertinence et de la cohérence, ça n'a pas de sens. Si c'est cohérent et que ça a du sens, alors super, je veux dire, pourquoi mais pas, c'est peu le importe. puritanisme américain qui veut ça. Ouais. Et en fait, la grosse menace, elle vient de Corée, parce que les Coréens, ils n'ont rien à battre de ça. Et merci la Corée, quand même. Waouh! Si on voit maintenant les films coréens, les séries coréennes, où il n'y a pas justement ce besoin d'office de faire à chaque fois telle personne. Oui. Et eux, ils y vont clairement, et c'est créatif. C'est les films les plus originaux. Et c'est dérangeant, mais des fois, ma maman, qui est une bible au niveau du cinéma aussi, me disait « Oh, mais tu sais, ma maman va avoir 80 ans. Dans les années, fin des années 60, début 70, il y avait des films hyper trash qui ont vraiment dérangé et que moi, elle m'a même interdit de les regarder quand j'avais 18 ans. J'ai regardé en chemette, je vais l'avouer. Mais quand j'ai vu Squid Game et quand je repense au film La Grande Bouffe, par exemple, je suis désolée, mais La Grande Bouffe, moi j'étais malade en regardant ce film-là. C'est des gens qui... je peux spoiler peut-être. La grande bouffe, est-ce qu'on peut spoiler? Je pense qu'on peut spoiler. On peut spoiler. C'est des gens en fait qui se donnent la mort en mangeant. Mais c'est écœurant. Tout le film, c'est ça, quoi. Et il y a eu aussi Les Damnés, il y a eu plein de films comme ça. Si on prend ne serait-ce que Orange Mécanique. Oui, aussi, ce que j'allais dire, c'est l'époque d'Orange Mécanique. Ouais. Voilà, c'est des films hyper trash. Et alors maintenant, on s'offusque quand on a un Squid Game parce que, oui, mais ça mélange l'enfance, et il y a la musique classique. Mais bon sang, mais regardez Orange Mécanique. Regardez Orange Mécanique, il y a de la musique classique et la déco, on se croirait dans Austin Power, quoi. Enfin, voilà, c'est...
Oui. Ouais, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais c'est un sujet ultra touchy parce que ça. Enfin, on parle souvent d'agenda. Voilà, c'est des débats dans lesquels j'ai pas envie de rentrer. Je fais des vannes sur le blackface, mais là, franchement, je vais pas là-dedans. Mais je pense, à l'image des adaptations des jeux vidéo en film, si c'est juste pour faire ce qu'on appelle un race swap, c'est juste pour faire un remake en changeant l'ethnie du personnage, Ouais. créer une licence différente. Oui, mais il n'y a pas de Superman noir. Mais créer un personnage noir c'est qui ait les Et il y capacités a d'un Black Superman, Panther. qui sera bientôt incarné par Ryan Reynolds. Voilà. Hmm. Bah écoute, Tant qu'à faire. Mais il Tant faut qu'à aller, faire. en fait, je pense que le clivage, vraiment, c'est des sociétés comme Disney qui le créent, en fait. Mm. Si on va sur Disney+, il y a quand même un encart film avec des héros de Diversité, couleur. Oui. De Et couleurs. sur Netflix, il y a une section LGBT. LGBTQ+, je sais pas quoi, j'ai déjà vu ça. QIA+. QIA+, ouais. Ouais. Et moi, Ouais, je suis, ouais. je suis contre ça, parce que moi, je suis pour justement que tout le monde, sans mélanger, mais C'est déjà fou de se dire, tiens, je regardais un bon film LGBTQ, puis si je regardais un bon film comme ça aujourd'hui, enfin, tu vois, Ouais, il y a des genre on s'en séries, fout de hein. l'histoire ou quoi, Ouais. c'est juste le principe, c'est qu'il y ait de la diversité Est-ce de que, genre. est-ce que tu as vu ce superbe film? Est-ce que le héros est gay? Non, Ça m'intéresse ça ne pas. m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je diverge un peu. On parle de tout ça, Disney, on appelle ça le wokisme. Mm. Voilà, ouais. Je serais curieux d'avoir ton regard là-dessus parce que c'est toi. Enfin, nous ça fait vieux réac de dire ça, Ouais, mais on a un connu. Non, mais on a connu l'époque où Les entre gens qui guillemets fument. il n'y avait pas tout ça. Toi, t'es le cœur de cible de ce matraquage marketing, du wokisme, tout ça. Comment tu le vis, comment tu le ressens? Ben justement, genre le truc du fait qu'il faut qu'il y ait tout le temps tout le monde qui soit représenté. C'est pour ça que je regarde plus Netflix carrément, parce que c'est tout le temps le même schéma, c'est chiant, c'est pas intéressant. Enfin, ça me plaît à la plupart des adolescents, mais je trouve ça con. Vraiment, j'arrive pas. Et le fait de changer les ethnies des personnages célèbres issus de vieux romans et de ça, je trouve ça d'un con. Enfin, mettre Blanche-Neige en latina, à un moment ils en avaient parlé, je sais pas si ça s'est fait ou non, mais genre ça dénaturise tout, ça a aucun intérêt. Et je suis pas contre le fait de faire des héros différents, mais pourquoi reprendre des choses déjà existantes? Je vois pas l'intérêt du tout. Mais après, je sais très bien aussi que les C'est 3 bizarre quarts des gens de créatif. ma génération sont pas d'accord avec moi. Hein. Mhm. Ce qui veut ça, c'est le désert créatif. En fait, maintenant, on ne va plus faire créer, on va vouloir aller vers les gens en disant quel est le public cible. Et en fait, c'est du marketing. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. C'est ça, c'est se faire du fric. Mais Voilà. parce que maintenant, on se vexe pour tout, pour rien, n'importe quoi. Sur TikTok, le nombre de vidéos réactions à une vidéo de par-ci, par-là, qui a dit que on peut pas porter des tresses parce que t'es blanc et que tu respectes pas la culture de ci, de ça. Il y a des réactions de partout. Ah oui, les récupérations. Appropriation Bah oui, culturelle, après, l'appropriation le culturelle. nouveau terme de appropriation culturelle et appréciation culturelle sont deux trucs différents. Il y a des guerres de partout. Enfin, c'est... Oui, parce il y a quelques mois, on a vu Adèle qui s'était faite des tresses ou qui portait un vêtement tribal, je sais plus, et appropriation culturelle. Je trouve ça ridicule. ce Adèle a terme. fait des dreads, détends-toi. Je veux Oui, dire, je trouve ça Oui. vraiment ridicule comme détends-toi, terme. vraiment. Genre, on peut aimer une culture sans pour autant vouloir la surpasser en reprenant leurs coutumes ou quoi. C'est Mais super à côté con. de ça, il y a des choses que l'on voit et les gens ne réagissent pas. Maintenant, aux infos, je vais prendre ce bête exemple. Et là, il dit mais bon, écoutez, je sais bien que c'est la sécheresse, mais bon, moi j'ai un gosse, hein, je vais remplir ma piscine. Et donc, le fait d'avoir un gosse, ça donne le droit donc d'utiliser de l'eau alors que tout le monde n'en a pas. Justement, ce serait peut-être bien que tu apprennes à ton fils l'écologie et le sens du partage. Voilà. Non, j'ai un gosse, moi il va dans l'eau, quoi. Ouais. Et là, personne s'insurge. Personne s'insurge. C'est ça aussi, hein, il y a des choses comme ça où ça te passe carrément dessus, mais par contre, un M&M's mauve, Oui, tout le non, monde va mais ça- s'insurger. Mais ce scandale-là, Moi, c'était j'en veux plein de trucs. c'était n'importe quoi. Et que maintenant, ils veulent enlever totalement les personnages M&M's parce Ah oui, que... parce qu'ils étaient genrés, c'est ça? Oui, c'est ils parce veulent- que ils veulent pas, les, ne pas les les filles, genrer, les un filles truc sont comme ça. trop stéréotypées, ça. enfin trop de trucs. Il y a pas ainsi. une histoire ou quoi, ou comme quoi les M&M jaunes étaient Ah trop oui, sexy euh, ou je sais pas quoi. Éthique aussi, Je hein. crois qu'il y avait un truc comme ça. les M&M's féminins sont trop sexy, trop C'est ça. sexualisés. Sexualisé, Du coup, ok. on va leur enlever leurs talons et leurs C'est ça, voilà, ok. grains Voilà. de beauté, leur belle bouche et tout parce que c'est trop sexualisé. Des gens se sentent émoustillés par un M&M's, mais le problème, c'est la couleur, on est d'accord. Hein. Bah, maintenant, on va critiquer, plein de par trucs exemple, comme ça. les pays au Qatar qu'on interdit, par exemple, la représentation de l'arc-en-ciel. Mais en fait, on fait exactement la même chose aux États-Unis avec les M&M's. Hein, c'est la même chose.
Voilà, on en est à ce niveau-là. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas, que l'enseignement de l'art, des codes, de l'image, parce que l'art c'est l'image aussi, hein, c'est important. Et les gens ne comprennent pas. Et là, souvent, je pousse un peu un cri d'alerte. Il serait vraiment temps de réapprendre à regarder. Parce qu'on est tellement... En fait, on a des images qui nous arrivent, mais c'est vraiment... ouais, c'est une marée quoi, d'informations. Et en fait, on ne sait plus trier, on ne sait plus faire la part des choses. Et non, ça devient vraiment un problème sérieux chez les jeunes. Mais c'est vrai que ça me Chez permet, les moins jeunes aussi. ça me permet de remettre un peu le train sur les rails qui est parti dans toutes nos pérégrinations ici. Et qui est Pendant une, une bonne demi-heure, je et dirais. qui est une expression tout à fait ringarde. Et Merci. alors, j'assume complètement. Il assume. Assume ton nanar. Mais de revenir un peu sur le parcours et l'envie de transmettre à travers l'art. Justement, on a parlé de l'envie de transmettre, qui était assez présente dès le départ. Mais c'est quoi en fait que vous aviez envie de transmettre? On l'a un peu partagé ici, donc je pense qu'on a un peu évoqué déjà la réponse. Mais c'est pas seulement l'histoire de l'art, c'est pas seulement des connaissances théoriques, de dire voilà, tel artiste a peint telle œuvre en telle année et il l'a fait peut-être de cette façon-là, de manière très technique. C'est plus tout ce qui va autour. Et donc, c'est sur cette chose-là que ça m'intéresse d'avoir. En fait, il y a un seul mot. C'est vraiment, je devais vraiment dire, qu'est-ce que je veux transmettre, c'est la curiosité. Voilà. C'est de devenir curieux. D'avoir envie. Voilà, c'est l'envie d'avoir envie. Fait que je la place. Mais non, vraiment. Non, pas forcément. Curieux. Mais ok. Savoir se lever le matin et d'avoir envie de partir à l'aventure, de se mettre en danger, même quelquefois, attention, pas des gros dangers non plus, mais de dire, ben voilà, je vais partir, je vais explorer, je me lance, quoi. C'est ça aussi, cette petite prise de risque, quoi. En fait, je trouve que maintenant, beaucoup de jeunes sont soit trop enfermés, trop couvés, trop dans de l'ouate, hein, trop préservés, bah, évidemment, bah, derrière les écrans, ou même quand on leur interdit les écrans, c'est aussi une manière de couver, mais autrement, voilà, mais c'est soit écran, soit pas d'écran du tout, mais l'extérieur, le monde, on ne se tourne plus sur ce qui se passe à l'extérieur, même dans notre propre pays. Et je fais de l'urbex, souvent quand on voit mes photos, on fait « Waouh, c'était où ?» Bah, c'était à 20 km de chez moi. C'est ça aussi, c'est être curieux de tout, de la musique, du cinéma, des séries. Et être curieux, souvent j'aime bien, c'est quand on dit « Oui, mais moi j'ai peur d'être déçu. » Eh ben, c'est pas grave, Oui, c'est le jeu. c'est le jeu. C'est le jeu. Mais justement, quand tu as été déçu 3 fois, la quatrième où tu es content, ben, tu es encore plus content. Voilà, c'est tout. Et même, il y a des choses qui vont nous décevoir et qu'on va peut-être revoir par après, qu'on va apprécier parce que l'âge n'était pas adapté, ou voilà, ou on va apprendre à aimer. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Oui, il faut. Oui, c'est un risque. Ça fait partie du jeu. C'est pas parce qu'on décide d'un seul coup de consommer un produit culturel, c'est parce qu'on a envie de le faire que ça va être bien. C'est aussi comme ça qu'on s'ouvre à d'autres choses. Être déçu, ça fait partie du plaisir de consommer. Je viens de finir. Je parle un peu de moi. Vas-y. Je viens enfin de récupérer Game of Thrones. Ah, moi pas encore. Voilà, les 8 saisons. Ne me spoil pas, j'ai pas vu un seul D'affilée. épisode. Il y a des dragons, il paraît. Non, oui, il y a des dragons et il y a des gens sympas qui s'engueulent parfois. Ils sont un peu tatillons, ils sont un peu violents. Mais néanmoins, ils sont sympas. Et tu me juges après. Tu utilises le terme tatillon et tu viens tu me juges sur le train qui est sur des rails. Ça va. Et j'ai été atrocement déçu par cette série. Oh non. Non, si, vraiment. Si, vraiment. Si, vraiment, parce que c'est pas... La façon dont ça se finit, c'est pas cool. Ah non. Mais Tu sais à la fin, quoi, il il y se a passe beaucoup de lui gens que qui lui. vont être Ah déçus. non. je ne spoilerai évidemment pas. La fin est Seulement, pourrie. c'est devenu... Les gens le savent. C'est même une joke. C'est qu'il y a eu une chute phénoménale de la qualité d'écriture sur la dernière saison. C'est un fait connu de tous. C'est comme la saison 9 de Scrubs, la saison 8 de Game of Thrones n'existe pas. C'est tout. Et ça a été un putain de kiff pendant 7 saisons, et à un moment, ça tombe. Et au final, c'est des dizaines d'heures que j'ai passées à consommer pour être déçu à la fin.
C'est le jeu. C'est le jeu. C'est le chemin qui compte. Voilà, c'est pas l'arrivée, c'est l'expérience. Tocard. Voilà, c'est tout. J'ai bien kiffé tout ce qui s'est passé avant que ça tombe, mais mon impression finale, c'est quand même d'avoir été un peu déçu. Ça arrive. Mais par contre, pour rebondir quand même sur une note positive, depuis que j'ai vu Game of Thrones, je kiffe les nains. Voilà. Tu kiffes les nains? Les nains. D'accord. Ah oui, mais dis-le, j'ai génial. Vas-y, je t'en prie, rebondis là-dessus. Moi, j'ai plus aucun rebond à faire. Moi, j'avais une question que je voulais te poser, Eva aussi. Ce qui meurt à la fin. Non, ça, je veux pas le savoir. De toute façon, il y en a plein qui meurent, je connais pas les noms, donc tu me dirais qu'un tel meurt, je changerai rien, je les connais pas. C'est vrai. Donc je vais spoiler, je me souviendrai pas de ça demain. Oui, ok, ça ça m'intéresse, marche. De toute c'est façon, pas tu ne sais rien. Jon Snow. Jon Snow de Game of Thrones, pour ceux qui ont la ref. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un peu l'autre vision, en fait. Donc, Eva, si on l'a pas encore dit, tu n'es plus aujourd'hui, je sais plus, élève de Madame Dehou. Je ne suis plus, non. Tu n'es plus élève de Madame Dehou, ok. Mais tu l'as été. Mais je l'ai été. Et donc, moi, ça m'intéresserait aussi d'avoir la vision de l'autre côté, de l'élève, de Madame Dehou, et comment se passait un peu un cours. Et comme tu m'en as beaucoup parlé, si, parce qu'il faut que tu assumes ça. Et de la si noter Madame sur Dehou est 10. là aujourd'hui avec nous, c'est notamment parce que tu m'en as beaucoup parlé, et que c'est quelque chose qui te tenait à cœur, pour qu'on puisse la rencontrer dans un contexte un peu différent. Et donc, moi, ça m'intéresse d'en savoir un peu plus sur, toi, la relation que vous avez prof-élève, et la façon dont tu as vécu le cours, et ce que tu as aimé, peut-être moins aimé si tu oses en parler. Et puis, c'est pas enrichissant, je trouve, d'avoir l'autre vision, quoi. Franchement, les cours de Madame Dehou, c'est pas des cours comparables avec les autres profs déjà. On part trop dans n'importe quel sens, mais on retombe toujours sur ses pattes, toujours. Peu importe l'anecdote bizarre que ça peut être. Mais je sais pas, c'est vrai que le côté échange est fort présent dans les cours qu'on a avec Madame Dehou. C'est pas présent avec tous les profs, vraiment, même absent chez certains profs, et c'est super dommage. Des fois, on oublie vachement le fait que on vit quand même une année ensemble avec la plupart des profs, et certains mettent vraiment une barrière de malade entre les deux, et c'est juste nul, quoi. On se fait chier, on n'écoute pas ce qu'ils disent de toute façon. Mais je sais même pas quoi dire en fait. Je sais pas quoi dire. Mais ça, c'est déjà vachement bien. Mais je sais pas, non, mais vraiment, je sais pas comment décrire ça, et les 3/4 des élèves que Madame Dehou a eu seront d'accord avec moi. C'est vraiment pas un cours comparable, et il y a un échange de malades qui est dans les deux sens, qui est réciproque, on apporte, et franchement, on nous apporte beaucoup aussi. Et je sais pas, c'est toujours un plaisir. De toute façon, moi, j'y retourne dans mes heures d'études au lieu de travailler, honte à moi. J'ai 2 heures d'études semaine, je les passe dans la classe de Madame Dehou. On apprend toujours, même quand on passe pendant une heure Oui, d'études. c'est ça, on va ennuyer notre monde là-bas avec Sarah. Je sais pas vraiment quoi rajouter de plus. Du coup, ça va être un kiff aussi de voir des anciens élèves qui reviennent dans la classe, dans leurs heures d'études, pour participer à un cours qu'on donne. Oui. C'est quand même assez valorisant de se dire, ok, là-dessus, je pense que j'ai pas trop mal fait, quoi. Ouais, franchement, c'est chouette. C'est chouette, ouais. Et de toute façon, ma porte est toujours ouverte. J'ai même des élèves qui sont sortis de l'école depuis très longtemps, et qui viennent encore me voir, et ils disent, ouais, non, c'était génial ce qu'on avait fait. Une élève que j'avais eue au tout début que j'étais à Couvin, elle était en réto, donc pour dire une petite différence d'âge, peut-être de 5 ans entre elle et moi. Et elle dit, j'ai toujours le kimono que j'ai fait à votre cours, quoi, pour le théâtre Kabuki, pas NYPD. Hein, Non, c'est bien dommage. Mais voilà, puis des fous rires aussi, hein, ça. Des délires qui partent trop loin. Oui. Cette année-ci, moi, c'est le fou rire, c'est avec les bras. Moi, je fais une fixation sur les bras des statues gréco-romaines, et à chaque fois que je montre une photo, on entend dans la classe, elle va encore parler des bras. Encore parler des bras. Voilà, mais ou alors énormément de digressions aussi, mais comme Eva le dit, je retombe toujours sur mes pattes, toujours. Le ballet de sorcière. Voilà, le ballet de sorcière. Ouais, mais ça aussi. C'est un traumatisme. Les traumatismes, oui, l'explication de la condition de la femme au Moyen Âge et de la sorcellerie. Évidemment, ils me posent des questions, et je leur réponds. Mais c'est vrai que il y a des explications iconographiques qui sont quelquefois un peu olé. Mais bon, j'en parle toujours dans des termes très corrects, hein, voilà. Ouais, puis un autre truc que j'aime bien aussi avec les cours de Madame Dehou, c'est qu'il y a vraiment zéro filtre, on nous montre tout en mode cash, on nous a montré une tête coupée en deux, sauf quand même en photo. Je sais que ça m'avait trauma, mais là, dans les cours actuels, il n'y a plus aucun prof qui essaye de nous choquer ou en nous montrant des choses vraiment presque choquantes, mais c'est artistique. Et au final, on a fini par comprendre pourquoi la démarche de ce truc-là.
Mais c'est dommage que les autres ne le font pas. La tête coupée en deux, moi je l'avais eu en 2e, mais c'était au cours de bio. Ouais. Voilà, c'était pas au cours d'art, c'était au cours de bio. C'était un porc. C'était monsieur Lambert, pour ceux qui ont connu monsieur Lambert. Et Le prof ou la tête? le prof. Ah, waouh. Et en tête fait, de il monsieur. avait J'ai mis un la stress, là. photo sur mon banc. Et je lui avais dit que ça me dégoûtait. Et alors, il me dit, ah, bah, ça te dégoûte, bah, tu vas la garder toute l'heure sur ton banc. Voilà. Donc, Pour voilà. moi, un énorme psychopathe, mais Non, mais c'était son humour. Et bon, voilà, bah, c'était une coupe, voilà. Puis après, bah, il y a eu Copper Wilton, il y a eu tous ces trucs-là au musée. Donc, et là, c'était une photo de Whitkin, qui s'appelle Le Baiser. En fait, c'est une même tête, mais qui est coupée en deux, mais qui s'auto-embrasse. Ok. Et c'est très perturbant, voilà, mais bon, c'était pour évidemment parler de la mort et que il y a des sujets un Il y a- peu tabous. Hein. Et on peut toujours avoir une esthétique avec n'importe quoi. Et ça, Ouais. c'est un truc qu'on ne voit plus maintenant, et c'est bien dommage, c'est qu'on ne montre plus de choses choquantes. Et moi qui adore l'art glauque, malsain, et que ça me déçoit à mort, et je vois pas l'intérêt de montrer que des belles choses. L'art, c'est pas ça. L'art, c'est de faire des belles choses avec du moche. Mhm. Ou l'inverse d'ailleurs. Le beau n'existe pas et le Ouais, laid c'est non ça. plus. Hein. Mais je trouve ça vachement dommage que tous les profs ne fassent pas ça. Vraiment, on essaie de nous brosser dans le sens du poil en nous montrant des belles choses, mais c'est pas comme ça qu'on... donc même au sein des circuits scolaires, on édulcore l'art. Je pense qu'il y a quelquefois aussi la crainte. Moi, je les prépare. Hein. Je vais pas arriver le premier jour non. du mois de septembre en tapant un Whitkin. Hein. Déjà, C'est souvent, fin de quatrième, moi. c'est que fin de j'ai vu ça. 4e année. On en a discuté avant. Souvent, je dis, écoutez, c'est un petit peu spécial comme photographie. Même si c'est propre, hein, c'est pas un truc glauque, c'est pas du rotten, c'est pas voilà. Non. Mais je leur explique ce qu'ils vont voir et je dis si vous ne voulez pas, vous ne regardez pas. Je donne ce droit aussi de ne pas vouloir. Je vais pas non plus taper des trucs qui vont créer vraiment des traumas. Ouais, non. Donc voilà, on en Goya. discute. Voilà. Mais c'est vrai que moi, les cours d'histoire de l'art que j'avais quand j'étais à l'école étaient toujours très... voilà, de telle date à telle date, c'est ça. Voici les artistes, ils ont fait ça. Et après, on passe à un autre. Et on n'avait jamais ce ressenti. En fait, ils ont fait ça, voilà, ça correspond à telle composition, telle lumière, tel tic. Mais le ressenti, l'époque aussi dans laquelle ça a été fait, n'était pas exposé. Et moi, j'aime bien leur dire, à cette époque, c'était comme ça. Et souvent, je fais même des parallèles avec notre époque. Hein. Quand je parlais de Sandman tout à l'heure avec le voyageur devant la mer de nuages, j'ai Voyageur devant la mer de nuages, c'est une œuvre qui fait partie du romantisme. Sandman, c'est un feuilleton un feuilleton, c'est un truc de vieux, une série. Oui, j'ai vu ma mère avant de venir. On est entre vieux, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est une série qui est terriblement aussi dans le romantisme. Hein. Ce côté un peu torturé, mais beau en même temps. L'acteur, il est canon, on va pas se mentir. Hein. Mais voilà, il y a ça aussi qu'on retrouve. Et je dis, mais faites des parallèles. Et pourquoi on est parti de la préhistoire pour en arriver où on en est maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé aussi l'artiste, en fait, il s'est libéré aussi des dictates. Avant, c'est je peignais parce que c'était une manière chamanique de faire des incantations pour les animaux, pour la femme, pour la fertilité. Ensuite, ça a été les dieux. Puis après, ça a été très religieux de nouveau. Puis ça a été politique. Et puis, au moment où l'artiste a enfin pris sa liberté, c'est là où on l'a mis de côté, en fait. À partir du moment où il servait quelque chose, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où il a pris la parole, où il s'est exprimé sur ce qu'il voyait, là, ça commençait à déranger les gens. Et c'est là que le statut d'artiste, en fait, est parti en cacahuète. Hein. Généralement, moi, je trouve que c'est parti un peu en cacahuète après la Première Guerre mondiale. Oui. Au moment où ils ont rompu tous les codes académiques. C'est à ce moment-là. Et c'est aussi faire comprendre aux gens. J'ai mon neveu qui a 18 ans, qui a fait son travail de fin d'études de réto sur les artistes qui ont vraiment bouleversé l'art. Et alors, on a fait vraiment une chronologie en partant vraiment de la préhistoire, en arrivant maintenant. Et pourquoi? Et il me dit, mais c'est incroyable. Il dit, maintenant, j'apprécie d'aller dans les musées. Chose que j'appréciais pas avant, parce que je comprenais pas. Et c'est aussi ça, c'est comprendre.
Parce que le gros problème, c'est que l'art, souvent, on dit aux gens que c'est réservé à une élite. C'est pas vrai. C'est juste qu'on n'a pas donné la possibilité aux jeunes d'avoir des cours. Voilà. Et qu'il faudrait avoir des gens formés d'une certaine façon pour aller, par exemple, dans les écoles maternelles, primaires, secondaires, voire même centres de jeunes, ou autres, pour donner l'envie. Parce que c'est pas rébarbatif d'aimer aller dans un musée. On peut même, franchement, bien s'amuser dans un musée. C'est pas pelant, quoi, du tout. Il y a même moyen de bien s'amuser. Ouais. Chouette message, du coup. Mais je vais juste embrayer sur un dernier arc, on va dire, de la discussion, peut-être sur l'avenir un peu. Ça fait donc maintenant 20 ans que vous enseignez. Ça veut dire de bien vous épanouir dans ce métier, ça se passe bien. Peut-être comment vous envisagez la suite. Est-ce que vous voyez continuer votre carrière de prof? Est-ce que vous avez d'autres projets, d'autres envies, ou des façons de faire qui évoluent? Parce qu'effectivement, voilà. J'entends souvent ce discours, de prof, que c'est un métier qui est difficile à faire toute sa vie. En tout cas, des fois, on se sent peut-être plus forcément en phase avec son public, parce que forcément, un public adolescent, etc., en vieillissant, on a peut-être d'autres façons de voir les choses, on ne se sent peut-être plus forcément en phase non plus tout le temps, volontairement ou involontairement d'ailleurs. C'est quoi votre vision de l'avenir de votre métier et de votre vie plus globalement? Ce qui me rassure, c'est déjà le miroir que me renvoie ma maman, qui a 80 ans et qui va sur Messenger, qui est sur Netflix, et voilà, à 80 ans, bon, quand même. Donc je me dis, elle a su se tenir à la page, donc moi je pense que j'aurais pas ce problème-là. D'ailleurs, même mes élèves connaissent ma maman, parce qu'avant elle venait encore à l'école, et il y a un excellent contact. Donc je me dis, c'est pas l'âge, je pense, c'est l'énergie, il y a aussi le physique. Oui, c'est ça. Hein. Voilà, il y a les conditions de travail aussi. Maintenant, si les conditions de travail restent bonnes, ça va, mais bon, je crains évidemment, avec tout ce qu'on envisage de faire, par souci d'économie, et c'est pas par souci du bien-être des élèves, hein, c'est par souci d'économie. On verra comment je tiendrai le coup. Voilà, il faut tester pour savoir. Maintenant, j'envisage de gagner l'euro-million, mais c'est pas encore fait. Voilà. Si les choses se gâtent, devenir millionnaire, c'était un bon plan B, mais non, franchement, si vraiment je me sens usée physiquement, ou si l'environnement ne me convient plus, j'en doute fortement, hein, mais j'aimerais bien me diriger vers les centres culturels, ou oui. Toujours dans la transmission. Ouais. Toujours. Le plan A, continuer à donner cours. Oui. C'est une passion, quoi. Ouais, vraiment. Ouais. Toujours. Okay. Cool, trop bien. Voilà, moi je ne sais pas si vous avez d'autres questions à poser. Là, on est à 1h30 d'enregistrement. On a passé demi-heure en plus que l'heure qu'on avait dit. Donc on retient un peu de votre temps. Ça va? Non, il n'y a pas de souci, mais il y a des goodies. Pas de blocage. Donc, moi je vais peut-être vite faire un petit tour de table. On a déjà fait pas mal de recommandations. Je vais peut-être pas en refaire en plus. Je pense qu'on a déjà pas mal tourné, à moins que vous ayez des recommandations culturelles à faire. Eva, tu n'as pas encore fait. Je pense que tu as parlé de Feldup un peu tantôt. Mais tu as peut-être d'autres à recommander. Est-ce que tu as une recommandation culturelle à faire pour nos auditeurs et pour nous même? Je sais pas, non. Pas de la... non, pas comme ça? On fait un tour de table, tu penses 3 secondes. Raphaël, est-ce que tu as une autre recommandation culturelle que tu as déjà pu faire tout à l'heure? Pas spécialement, non. On a pas mal digressé pendant une demi-heure et on en a balancé pas mal. Donc voilà. Je pense que elle n'était pas prévue, mais bon, ma reco principale, c'est Feldup. Allez voir ce qu'il fait. C'est un génie. C'est un génie. Il mérite. Pour son âge, franchement. Ouais. Il a une façon, il a un univers, une maturité qui sont incroyables. Et il fait des vidéos qui sont pas toujours faciles. Il y a toujours c'est un peu trigger, ouais, mais sur des sujets qui sont incroyables. Et là, il en a sorti une hier sur les Lost Media. Je vais aller mater parce qu'elle est top. Il a fait des vidéos sur les backrooms. Il a fait des vidéos sur les traumas de la Gen Z. Franchement, faut y aller. C'est un univers. Une fois qu'on est dedans, c'est cool, quoi. Après, je dis ça, j'ai quand même fait ma flippette. Oui, parce que la vidéo sur les traumas de la Gen Z dont on a déjà parlé, elle est en 3 parties. La partie 3, elle est assez hard. Je l'ai maté avec la lumière allumée. Voilà. Oh. Ah, j'avoue, non, mais je suis comme ça. Oh, loulou. Je suis comme ça, ouais, mais je sais. On voit quasiment plus aucune image vers la fin. Après, il a pris la sauge blanche chez lui. Non, voilà, c'est pas. Voilà, c'est tout. Allez. Je voyais mal la télé, c'est tout.
Moi, Ouais. je glisse une petite référence qui fait aussi écho à ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça m'a fait penser tout à l'heure, donc je me suis dit que j'allais la glisser en fin d'émission. Comment dire, un podcast, puisque j'en ai déjà référencé un l'émission dernière, j'en refais ici, qui s'appelle Fin du Game, qui est un podcast jeux vidéo, et qui remet les jeux vidéo dans leur contexte, avec les références qu'ils utilisent parfois, avec les réals, enfin ceux qui mettent tout en place comme ça, dans quel contexte ils l'ont fait. Et je pense que c'est vraiment hyper intéressant. Ils prennent un jeu vidéo, ils parlent vite fait de l'histoire, etc., et de leur appréciation générale, mais surtout, il le place dans son contexte, il le place dans son époque, il le place par rapport à la licence, par rapport à d'autres licences, où il se trouve, etc. C'est des émissions qui font une bonne heure, qui reprennent quand même pas mal de mythes du jeu vidéo. On retrouve Uncharted notamment. Et je trouve qu'il est cool. Si on aime le jeu vidéo, qu'on aime un peu en savoir un peu plus sur le pourquoi du comment, le jeu vidéo en tant qu'objet culturel et artistique, bah, c'est pas mal intéressant. Moi, j'aime bien écouter quelques épisodes de Fin du Game. Sur Spotify. Sur Spotify, ça se trouve. Allez, Sur Spotify, trop bien. notamment. Trop bien. Une autre référence cinématographique, peut-être encore, Ah, ou autre. ouais, Des cinémas, on a déjà eu une plein de petite autre chose. série bien Série, ouais. sympa, série coréenne que j'ai vraiment adorée, qui s'appelle The Glory et Entendu qui parler, se j'ai pas encore passe J'en entends parler depuis des mois de cette série. voilà, dans le milieu, on va dire, de l'enseignement, et c'est une Ah oui. jeune fille donc, qui va subir un harcèlement scolaire mais terrible et qui va décider de se venger, et c'est vraiment pas mal du tout. C'est très, très esthétique. Les Coréens et la vengeance, c'est quand même quelque chose qui. Oui, Ouais, ouais, il y a c'est un- un truc, il y a un truc, il y a un truc. Voilà, mais franchement, elle est vraiment très très bien. Et mais il y a 2 parties donc, à la première saison. Donc il y a 16 épisodes. Puis Ok. après, peut-être une saison 2. Ça, elle est conclusive, mais Il est on super sent- ouverte, voilà, comme il toujours. y a une quoi. porte ouverte. Si je devais conseiller un musée. Avant tout, Glory, Netflix aussi. Visible sur Netflix. Ok. Netflix, ouais. Et VF. Si pour ceux qui font Qui- attention à voilà. ça, elle est en VF. Ok. Alors, un musée à conseiller, moi je conseille souvent, si vous devez en faire qu'un, aller au musée d'Orsay, parce qu'il est top, c'est à Paris, voilà, mais Paris, on n'est quand même pas tellement loin d'ici, et c'est vraiment ce qui couvre énormément de peintures, bah, les plus célèbres évidemment, mais déjà le contexte, cette ancienne gare est très très belle, donc si vraiment vous voulez faire un musée, bah, faites une pointe jusqu'à Paris, c'est toujours être sympa. Et bah, niveau musique, bah, une petite découverte de cette semaine. C'est du classique, mais c'est du classique qui a été repris par Lana Del Rey. C'est Ryopi. Je sais pas si vous connaissez ou pas. En fait, il fait bah, des mash-ups de musique classique célèbre, mais on va dire qu'il les remet un peu. Il dépoussière en fait les musiques classiques célèbres. C'est vraiment pas mal. Donc Ok. Ryopi. Ryopi. Je noterai tout ça. Voilà. Je ferai des recherches, je mettrai ça en commentaire. Et une BD, si jamais aussi. Mais je prends. Ouais, bien sûr. Allez. C'est vieux, hein, par contre. Hein, Spirou. Non, c'est pas Spirou. Je sais pas si vous connaissez. S'il y a des fans de Dune ou de l'Incal ou ce genre d'univers, je vous conseille de lire, c'est La caste des métabarons. C'est génial. C'est de Jodorowsky et les dessins sont de Guimenez. Et c'est juste trop bien. Ça commence par les trisaïeuls et après bisaïeuls, aïeuls, pour arriver au métabaron final. Et c'est juste trop bien. C'est anachronique à mort parce qu'on a de la déco gréco-romaine avec un esprit chevaleresque, mais en même temps ça se passe un peu dans l'espace, un peu style Star Wars. Donc c'est vraiment terrible. Voilà. Cool. Et est-ce qu'il y a des personnages d'une autre ethnie dedans? C'est important pour moi. Est-ce qu'il y a des roues? Sinon je lis pas. Mais comme il y a des différentes planètes, oui évidemment, Ok, ça va, alors. les ethnies se Parce mélangent. que je suis très woke, donc. Ouais, ça va. Du coup, est-ce que tu as une rêve qui t'est venue en tête depuis tout à l'heure? J'en ai 3. Ah. Tu vois quand tu veux. Déjà, je vais parler d'un animé que je veux mettre dans les coups de cœur depuis super longtemps, mais je n'arrive toujours pas à résumer parce Le que mag sinon je était spoil ouvert. tout. C'est Desperate. Je sais pas comment le résumer sans tout spoiler. Du coup, c'est genre juste 11 épisodes, allez le voir et c'est tout en fait. Ok. Il est juste incroyable, la Desperate. réflexion de cet animé est vraiment ouf et je sais pas, genre il est super beau, même rien qu'esthétiquement, il est incroyable. Dispo sur Netflix aussi? Non, faut Non, aller sur- sur les sites de merde. Sur AD, Anime, Ouais, je sais pas. genre- suis mais choqué. c'est pas bien, mais franchement ça vaut le coup. Ok. Ensuite, un podcast sur Spotify, Vénus s'épile-t-elle la chatte. Ah ouais. C'est un podcast un podcast d'histoire de l'art qui retrace la vie de certains artistes ou de périodes. Et franchement,
c'est cool aussi avant de dormir, c'est sympa. Ok. Et le dernier truc, c'est juste, déjà dans le dernier podcast, j'avais parlé de J-Idol. Ben, elles, ont fait Ah oui, elles sont revenues, elles ont refait un comeback et il faut aller voir. Parce que Ok. leur dernier album est cool. Voilà. C'est Trop bien, merci beaucoup. Super. Peut-être petit moment agenda. Non. Est-ce que non, t'as pas d'agenda à nous filer? Bah écoute, on est. Qu'est-ce qu'on fait à Nîmes en ce moment? Qu'est-ce qu'on fait à Nîmes? On s'amuse. Ah, Ça anime à Nîmes. Ah, allez. c'est votre nouvelle punchline. Ouais, je te jure, des fois, je me giflerai. Bah écoute, quand ce podcast sera sorti, on sera sensiblement en fin de saison. Il restera juste la fête de la musique. Ah, la fête de la musique. Et je vous conseillerais bien de venir à la fête de la musique à Nîmes, sachant qu'il y a Overphonic à Couvin. Oui, c'est ça. c'est Faites un choix. compliqué de rivaliser. mais Voilà. bon, après, Mais, peut-être sûrement moins Je cher. savais même pas qu'il y avait la fête de la musique à Nîmes. Ça Ouais. fait mal. Ça pique un peu. Non, sinon, pour maintenant, bah, attendez septembre. On est sur la préparation de la saison et lourd. Peut-être Que une du belle lourd. expo aussi, cinéma. Ah, ben, j'ai des. C'est- Je l'ai entendu, je vais pas laisser tomber. Hein, j'ai pas Ah laissé ça, hein. mais moi j'étais sérieux. Non, mais moi aussi. J'étais sérieux. Si des ponts peuvent se créer ici, moi, on a tout gagné. Ah ben c'est un peu le but de ce Tout projet, l'intérêt. donc ce serait triste. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis le créateur de l'expo Super Mario qui a cartonné le mois dernier, 543 visiteurs. Allez, c'est une expo que j'ai créée à la base parce que je voulais exploiter les arts numériques et ça a validé le fait que c'est un domaine qui plaît aux gens, alors que c'est quelque chose d'encore très abstrait pour on pensait abstrait pour la population. Donc le projet d'expo qu'on a un peu sorti c'est comme cool. une joke tantôt Mhm. reste tout à fait pertinent. Oui, Voilà. oui. J'ai ouvert une porte sur une exploitation de l'expo via les arts numériques et let's go quoi. J'en ai deux. J'ai réussi à en glisser deux pour la saison prochaine. Bien. Une tuerie. Vous n'êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Ça arrive lourd. Lourd. C'est le genre de projet, tu le lis dans ta tête, t'entendais. C'est obligé. Ok. Les trompettes et les sirènes. Ok, très bien. Et alors, je voulais lancer une nouvelle question. Dernière question qui clôture un peu les épisodes, pourquoi pas, peut-être un peu en guise de gimmick, et moi ça m'aidera un peu. C'est, est-ce que par hasard, vous auriez un invité à nous conseiller, Oh, cet à escroc. recevoir ici Cet pour escroc. Et est-ce que vous pourriez aussi préparer les questions le contacter et lui dire... et le déposer ici Oh, avec ouais. un sandwich? Non, mais c'est vrai qu'en fait, on ne discute pas entre nous. Wow. On a un groupe podcast un peu étendu avec plusieurs jeunes, avec nous deux à l'animation. Et quand on cherche des invités, bon, on essaie de s'inspirer de qui les jeunes veulent rencontrer. Et en fait, on se dit, pourquoi pas ouvrir ça aussi aux invités qui viennent? Ça va Oui. ouvrir Ah oui, le champ des possibles, quitter l'entre-soi aussi. tant qu'à faire. On n'a pas vocation à connaître toutes les Et personnes. on est ouvert effectivement à tous les domaines. L'intérêt, c'est qu'on essaie de varier entre plutôt des personnes relativement jeunes, type Mhm. Zachary Laverdis, qui ont déjà des spécificités un peu particulières, des passions un peu hors du commun, et puis des personnalités, soit de l'associatif, soit du monde éducatif, en tout cas des personnalités de la région qui gagnent à être connues pour quelque chose de particulier qui pourrait intéresser les jeunes. En tout cas, l'axe principal, c'est toujours la jeunesse, quoi. Et qui ne soit pas roux. Et- Ça, par contre, Eva, c'est pas très sympa. Ouais, le fils écolo, ça fait ce qu'elle veut. Ouais, elle moi, je fait. suis une fausse. Elle a dit, non, mais elle a imité ma voix pour dire ça, mais ça va pas, non? C'est incroyable. Ça. Ouais, c'est pas facile. Ah non, je sais, je me doute. Bon, dans mes élèves ou. Peu importe. peu Au final, importe. moi, ça me permet de mettre des noms en vrac et puis après de se faire des idées, quoi. Waouh! Ah, mais ça de but en blanc comme ça, c'est pas toujours facile. La base du projet, c'était de mettre en avant des personnes un peu de l'ombre, braquer la lumière sur eux. Nous, on a choisi l'angle des initiatives culturelles, associatives ou citoyennes, parce que ça correspond à nos enjeux, à nos missions. Mais c'est surtout un prétexte pour mettre des profils ultra intéressants en avant. Voilà, faut pas cadenasser, on est très ouvert. Moi, je pense souvent à Amande. Maintenant, vous devez peut-être connaître aussi. Amandard, Oui, ouais. Ok, c'est vrai que Amandard, c'est un ok. profil intéressant, ouais. Je croyais qu'on parlait du fruit, moi je comprenais pas. Non. Ça aurait pu non, être un peu non, stérile comme conversation. Oui, voilà. C'est vrai Parce qu'elle que est fort sinon, qu'est-ce engagée que- dans plein Ouais, de c'est choses. vrai. Elle était au 404 la semaine dernière pour un projet, je crois. Ça pourrait être cool. Ouais, Amande, ok. Moi, je devais aller au 404, mais ça a été annulé. Jarno, Bande de geeks. Jarno Lambotte. Jarno Lambot, ça je connais pas. Il fait de la photo et c'est à peu près le même profil qu'Amande. Hein. Il est super engagé sur plein de choses. Et facile à trouver aussi sur Facebook. Ouais, mais ça je Il trouve. fait de la Ouais. photo, il est vraiment chouette et il réalise quand même pas mal de films.
Maintenant, dans mes anciens élèves, il y avait Cyprien de lire, mais le problème, c'est que pour l'avoir ici, ça va être dur parce que maintenant, il suit Angèle et Stromae. Ah ouais, ok. Mais Et- du coup, c'est pas un pote à Antoine. Il me semble qu'il m'a déjà parlé de d'un pote à lui ou d'un gars de famille, mais un peu éloigné, qui faisait les clips de C'est Angèle et Stromae. Donc Ouais, ça doit ouais, être ce c'est gars-là, quelque non? chose. Ouais, c'est Cyprien. Ça doit ouais. être ce gars-là. Mon Mais il n'y a il pas de- 36 qui font ça, à mon avis. il dans la devrait être région. un peu plus dispo vu que maintenant Stromae annule sa tournée. Donc, Mais il est sur Angèle. Ouais. Enfin, sur la tournée d'Angèle. parce que j'avais Angèle- compris, j'avais compris. Ouais. Wow. Vous l'aurez appris dans ce podcast. Bah, Antoine Chauveau aussi. Bah oui, mais ça, c'est tous mes anciens élèves. Hein, donc, Ok. ouais. Mais je note, ça fait déjà quelques noms. Trop Bah bien. ouais, ouais, ça, je ouais. note et je me dis, je prends les contacts et on verra bien. Et si vous avez des idées aussi en vrac, n'hésitez Ah pas à non, me les trop- balancer dans le groupe. Centre culturel aussi, à Charlie, du centre culturel Momini. Charlie Moreau. Ouais. Ouais, il est cool, Charlie. Mais où est-il? Ben, moi, je l'ai trouvé. Voilà. Tu m'as volé ma vanne. Ordure. Ok, super. Bon, en tout cas, merci beaucoup Mais de rien. pour Merci à vous pour aussi. l'heure 40 que vous nous avez consacré. C'est Ouais, trop ouais. bien. On peut Ça a passer à passé lui, il n'y a pas de super- souci. Hein. Ça passait super vite, en tout cas pour moi, je trouve ça trop chouette. On aurait pu encore dire plein de choses. Ouais, ouais. Mais bon, on peut faire un podcast de 4 heures non plus. Non. Ciao. Merci beaucoup, Eva, pour ta participation. Trop chouette. Quand tu veux, n'hésite pas. Il y a toujours un micro qui t'est ouvert. Merci, Raph. Ben, je t'en prie. Merci Et à toi. merci, Annabelle. Mais de rien. Merci beaucoup pour cette émission. Ciao. À la Ciao. prochaine. Hop, Au revoir. ça dégage.